Donc, oui, excusez-moi, j'avais oublié de mettre le son, mais maintenant vous pouvez même parler, je devrais entendre. Donc, bienvenue en Afrique, ou plutôt bienvenue dans l'histoire économique de l'Afrique. La semaine dernière, on avait ébauché une visite de la forêt pluviale de l'est du Nigeria, et puis on va continuer, non pas dans l'est du Nigeria, parce qu'on va aussi aller voir d'autres coins, mais surtout, on va se demander comment est-ce que l'Afrique s'est insérée dans le commerce international. Alors évidemment, la première insertion qu'on a vue, c'est l'esclavage. Je ne vais pas faire une histoire de l'esclavage parce que c'est complètement hors sujet. Enfin, j'entends, c'est hors la perspective de la grande divergence, même si par ailleurs on peut considérer que la saignée qui a été opérée sur le continent africain n'a pas vraiment facilité la question de la croissance. Bien sûr que dans la mesure où le travail est une ressource essentielle à la production, si on prive l'Afrique de ses forces vives, ça ne va pas beaucoup l'aider à augmenter sa production. Mais bon, en fait, l'esclavage dure depuis l'Antiquité, au profit des pays du Nord. C'est d'abord le califat abbasside, donc à partir du milieu du 8e siècle, qui va le développer fortement, qui va fortement développer la demande d'esclaves. Et puis après, on l'a vu, ce sont les Européens, à commencer par les Portugais qui vont acheter des esclaves donc, pour cultiver le sucre à Saint-Thomé dès la fin du XVe siècle. Et puis ensuite, l'utilisation enfin, le kidnapping d'esclaves noirs en Afrique et leur utilisation aux Amériques va augmenter très fortement au long du XVIIe et du XVIIIe siècle. Bien, donc ça, c'est pas à proprement parler de l'intégration dans le commerce international, puisque venir vous faire, enfin, plutôt vous faire enlever par des étrangers, c'est pas exactement le commerce. Même si par ailleurs il y avait en Afrique des gens qui pouvaient profiter du commerce des esclaves, puisque comme on l'a vu, une des formes d'organisation sociale, c'était qu'il y avait des sociétés esclavagistes qui faisaient la guerre pour récupérer des esclaves et qui pouvaient donc en particulier vendre ces esclaves comme des marchandises. Mais enfin, euh, en fait, ce qui se passe, c'est que même après l'abolition de l'esclavage dans les pays du Nord, eh bien, en fait, le commerce entre certaines parties de l'Afrique et l'Europe s'est développé. Donc, et en fait, sous comment dire, de la volonté même des Africains, qui ont compris le profit qu'ils pouvaient, ou le bénéfice qu'ils pouvaient tirer en fait eh bien, de vendre leur production à des marchands étrangers. Et en particulier, ce sont les marchands, enfin les producteurs de la région que de l'actuel Ghana, qui qui ont compris, qui ont intéressé les Britanniques à leur production d'huile de palme et de palmiste. Alors vous savez, on appelle la différence entre l'huile de palme et l'huile de palmiste, c'est que l'huile de palme, c'est le pressage du fruit, tandis que l'huile de palmiste, c'est le pressage du noyau. Et le noyau, ça donne une huile de meilleure qualité, puisque aujourd'hui encore, on a le droit d'utiliser l'huile de palmiste comme substitut au, au beurre de cacao, par exemple, pour faire du chocolat. Euh, et, et oui, en anglais, la différence, on dit palm oil pour les deux, mais éventuellement on dit palm kernel oil. Un palm kernel, donc le noyau de palme pour l'huile de palmiste. Bref, donc les Ghanéens, en particulier les marchands crobos, enfin les crobos, pardon, qui ne sont pas seulement des marchands, qui sont aussi des fermiers, puisqu'ils cultivent et ils vendent. Donc les crobos ont produit d'abord de l'huile de palme et de palmiste et ensuite du cacao pour l'exportation. Et leurs principaux acheteurs étaient des marchands britanniques. Et en fait, justement, c'est la capacité des Africains eux-mêmes à produire qui a suscité l'intérêt des Occidentaux, qui ont pris du temps à mesurer l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de l'Afrique. D'abord, comme vous le savez, les Occidentaux ils étaient déjà occupés à exploiter les Indiens d'Amérique qu'ils avaient réduits en esclavage, donc ils ne pouvaient pas être partout. Mais oui, avant de venir coloniser l'Afrique, il a fallu qu'ils trouvent une raison. Et en fait, la raison, bah, ça a été. Alors, l'huile de palme n'était peut-être pas une raison suffisante. D'autant que justement, les Ghanéens en faisaient suffisamment pour pouvoir à la demande. Et puis en plus, la question, enfin, si vous voulez, l'huile de palme, dans un premier temps, elle est utilisée essentiellement pour des raisons comme huile mécanique, c'est-à-dire pour lubrifier les, les serrures,
les pièces mobiles dans des appareillages mécaniques. Et c'est seulement à la fin du 19e siècle, quand, avec la distillation du pétrole, on va distinguer dans le pétrole plusieurs catégories d'huiles, qu'on va garder les huiles lourdes comme les naphtes pour la lubrification des pièces mécaniques, et ce sera moins cher que l'huile de palme, puisqu'en fait, justement, les naphtes, c'est des sous-produits de distillation dont on ne sait pas quoi faire concrètement. Parce que vous savez, le pétrole, c'est une espèce de liquide visqueux. Vous le distillez, ça veut dire que vous séparez en fait les différents composants, et les essences les plus légères, ça sert à faire les benzines, quoi, ça sert à faire un carburant automobile. Et puis ensuite, vous avez des produits de plus en plus lourds. Alors le gasoil, il y a des procédés pour utiliser ça dans les moteurs aussi, depuis la fin du 19e. Mais après, les huiles plus lourdes, ça peut servir en marine, mais il faut convertir les flottes, puisque les flottes de bateaux à la fin du 19e, c'est surtout des flottes à vapeur. Et puis entre les deux, il y a des catégories d'huiles qui sont en fait trop lourdes pour servir pour des moteurs légers, comme des moteurs automobile, mais encore intéressantes parce que pas trop visqueuses. Et donc, ça va être de ça qu'on va servir comme lubrifiant. Bon, alors, ça nous emmène un peu loin de l'Afrique, mais c'est pour vous dire que l'huile de palme, dans un premier temps, c'est une huile mécanique. Dans un second temps, ça va être une huile pour la consommation humaine. On va s'en servir soit pour faire des savons, soit pour faire des graisses végétales qu'on va manger. D'accord ? Donc, dans toutes les préparations alimentaires. Alors, le premier usage de l'huile de palme, justement, avec la révolution industrielle, ça fait que le prix de l'huile de palme, relativement... Oui, là, c'est un graphique qui est tiré du livre d'Allen. Et donc, ce que ça montre, c'est le prix de l'huile de palme relativement au prix des vêtements en coton. Alors, on voit que le prix de l'huile de palme, ce prix relatif exprimé en termes de vêtements de coton, augmente beaucoup. Mais il faut se souvenir que c'est aussi une période où le prix des vêtements de coton baisse beaucoup, hein, grâce à l'augmentation de la productivité dans le textile qu'on a caractérisé, en particulier quand on s'est intéressé à la manière dont les Britanniques ont conquis le marché des Indes, et des vraies Indes, cette fois-ci, d'accord, des Indes orientales. Et donc, cette augmentation du prix relatif de l'huile de palme ne signifie pas que l'huile de palme est de plus en plus chère. Ça signifie que son pouvoir d'achat exprimé en textile augmente. Et donc de fait, la raison pour laquelle les Africains vont être intéressés par la production d'huile de palme et par la vente à l'export d'huile de palme, c'est que cette huile de palme, son pouvoir d'achat augmente avec le début de la révolution industrielle. C'est-à-dire que les termes de l'échange sont très favorables, puisque les Britanniques sont en plein progrès de la productivité, en particulier dans le textile, ce qui leur permet de donner de plus en plus de textiles pour un montant donné d'huile de palme, et donc pour les Ghanéens, c'est intéressant, naturellement. Puisque le textile, ils ne le mangent pas, mais ils s'habillent avec. Bon, alors, ce qu'on voit aussi, malheureusement, je reviens quand même sur ce graphique, c'est que il y a donc une hausse vertigineuse pendant la première moitié du 19e, et puis le prix de l'huile de palme s'effondre. Pourquoi ? Parce que on commence à mettre en valeur d'autres sources d'approvisionnement. Enfin, il y a une crise de surproduction, en gros, qui est, en fait, oui, c'est la fin des années 1860. En gros, c'est une crise financière qui déclenche une crise des prix agricoles. Et puis, on a un palier qui se maintient, en fait, jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Et pour le coup, à la fin de la Première Guerre mondiale, avec la réouverture des routes commerciales, en particulier vers l'Indonésie, et puis l'ouverture du canal de Suez, etc., en fait, là, les prix de l'huile de palme vont vraiment baisser parce qu'on met de l'huile de palme en production partout. Voilà. Bon, alors, ça, c'est pour l'huile de palme, mais les Ghanéens, on l'a dit, ils produisent aussi du cacao. Alors, le cacao, pour mémoire, c'est un arbuste oui, c'est ça, c'est un arbuste qui vient des Amériques, d'accord, puisque le cacao, c'est la chocolat, c'est la boisson sacrée des Aztèques. Et donc, de même que les Portugais ont adapté le sucre à São Tomé, ils se sont dit aussi, quand ils ont récupéré du cacao, ils se sont dit que c'était pas plus bête de le cultiver plutôt plus près de l'Europe pour en faire baisser les prix, et donc ils ont aussi rapporté du cacao à São Tomé. Et donc, de là, les Ghanéens ont acheté le cacao, l'ont acclimaté au continent, et se sont rendus compte de tout l'intérêt qu'ils pouvaient tirer de la production du cacao. Alors, on voit, encore, quand on regarde les prix relatifs,
on voit que le prix relatif du cacao exprimé en termes d'étoffe, enfin de vêtements de coton, il augmente considérablement entre les années 1860 et, le début de la Première Guerre mondiale, et la période qui est juste avant la Première Guerre mondiale. Et puis après, il s'effondre. Mais ce que vous voyez, c'est qu'il y a quand même des cycles relativement longs où apparemment la production de produits d'exportation, enfin de matières premières agricoles pour l'exportation est relativement rentable. Bon, pour info, quand même, alors c'est pas le Ghana, d'accord, mais le Libéria, c'est dans la région qu'on continue de produire des cacaos de très bonne qualité. Donc, de fait, ça avait du sens que les Ghanéens rapportent le cacao, c'était pas absurde. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que finalement, la période où une production rapporte beaucoup d'argent, elle dure quand même assez peu de temps. C'est-à-dire que si on prend le cas du cacao, on voit que le temps qu'on arrive à un prix considérable, on est en 1870, et puis ça s'effondre dans les années 1910. Donc en gros, on a 40 ans pour gagner de l'argent. De la même façon, si on revient à l'huile de palme, ce qu'on voit, c'est que on a une première hausse vertigineuse, mais qui est suivie aussi par une baisse vertigineuse qui doit ruiner plus d'un. Et puis ensuite, on a un maintien à un bon niveau entre, en gros, 1870 et 1915. Donc en fait, on a 30, 40 bonnes années, mais 30-40 bonnes années, ce n'est pas suffisant pour accumuler du capital pour produire un décollage industriel. Hein, comme on l'a vu, même à Italie, 30 bonnes années, de fait, ça permet de mettre de l'argent de côté, d'investir. Dans le cas des Krobos au Ghana, ça leur a permis en fait d'acheter des terres pour étendre leur production, mais pas de transformer autrement l'économie. Alors si maintenant on regarde non plus, j'entends quand je dis pas de transformer l'économie, c'est-à-dire que les Krobos, ils ont acheté des terres, ils ont eu plus de terres, ils ont cultivé plus, ils ont gagné plus d'argent, mais ils n'ont pas eu le temps de construire des usines sidérurgiques, des ponts, des canaux, des routes, des rampes de lancement pour des fusées spatiales et des missions lunaires. Donc de fait, en 40 ans, ils ne pouvaient pas faire tout ça. Voilà. Donc là, ce qu'on a vu, c'est le prix relatif. Si maintenant on regarde de manière absolue combien ça rapporte de produire de l'huile de palme, ce qu'on voit, c'est que les revenus qu'un ménage producteur d'huile de palme tire de cette activité, ces revenus sont à peu près corrects, à part dans la crise de la fin des années 1860 jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Le cacao est beaucoup plus rentable, en fait. Le cacao est beaucoup plus rentable, puisque là, on était, pour la production d'huile de palme, on voit qu'on était entre 5 et 10 pence par jour. C'est-à-dire, rappel, à l'époque, une livre, c'est 240 pence. Hein, puisque jusqu'en 1970, je pense, la livre, c'est 20 shillings de 12 pence. C'est la même structure que la livre française d'Ancien Régime avant le franc. D'accord, sauf que en France, on ne dit pas 20 shillings de 12 pence, on dit 20 sols, 20 sous, 20 sols de 12 deniers. Voilà, mais ça revient au même. Donc, de fait, quand vous gagnez 10 pence par jour, ben vous gagnez la 24e partie d'une livre, qui est à peu près un franc. Et un franc, le salaire d'un ouvrier qualifié à Paris, à l'époque, c'est 6 francs par jour. Voilà. À l'époque, c'est au milieu du 19e. C'est 6 francs par jour. Donc, en travaillant l'huile de palme, vous gagnez un sixième du salaire d'un ouvrier qualifié parisien. C'est quand même pas terrible. Si maintenant vous cultivez du cacao, ce qu'on voit, c'est qu'entre 1870 et 1914, le cacao, ça rapporte 40 pence par jour. Donc là, un sixième de livre, donc 4 francs. Donc c'est quand même, ça rapporte 4 fois plus. Voilà. En revanche, après, ça s'effondre pour de bon. Donc de fait, il y a une période dorée de la culture d'exportation. Alors je ne sais pas pourquoi vous me parliez de plastique, mais j'ai raté un épisode, excusez-moi, mais je vois dans le chat plastique. En tout cas, il y a une époque dorée des cultures d'exportation. Donc oui, Ryan, je vous écoute. Non, je me suis trompé, désolé. Il n'y a pas de problème. Ouais, donc
Donc cette période dorée des cultures d'exportation, elle conduit les Occidentaux à se rendre compte qu'il y a en Afrique un potentiel de production pour des matières premières dont la demande se développe évidemment au fur et à mesure que la richesse par tête augmente en Europe et donc la consommation augmente et se diversifie. Et donc les Européens se mettent à s'intéresser à l'Afrique, pas seulement pour des raisons culturelles, ethnographiques, géographiques, mais aussi parce qu'ils se disent qu'il y a du pognon à faire. Bon, alors le problème des gens qui pensent qu'il y a du pognon à faire, c'est que ce n'est pas forcément les plus gentils. Et alors, comment ça se passe? Ça se passe tout simplement que les appétits débridés des Européens se jettent sur le continent africain. Comme vous le savez, les Français débarquent en Algérie dès 1830. Ensuite, c'est les Néerlandais qui vont s'intéresser à l'extrême sud de ce qui va devenir l'Afrique du Sud. Et puis, ensuite, alors ça, c'est le début, mais c'est surtout dans les années 1880 que ça commence à être la course à la conquête. Et en particulier, il y a une course nord-sud d'un côté et il y a une course est-ouest de l'autre, où on essaye en fait de relier l'autre partie de l'Afrique pour pouvoir créer un corridor traversant. Et ça, c'est l'obsession des Français, mais ils sont battus des deux côtés par les Anglais. C'est-à-dire qu'ils ne réussissent pas à avoir un passage de l'Atlantique à l'océan Indien comme ils l'ont tenté, du Sénégal à Djibouti, en particulier parce que dans le Haut-Soudan, les troupes du capitaine Marchand rencontrent les troupes britanniques et c'est dans un bled qui s'appelle Fashoda. Les Français montrent les muscles et puis comme les Anglais sont plus forts, ils demandent du secours et puis ils demandent aussi ce qu'ils doivent faire. Alors c'est une époque où il n'y a pas Internet, il n'y a pas le téléphone, il n'y a pas le télégraphe. Enfin, le télégraphe existe, mais il n'y a pas de câble pour aller jusque-là. Donc on communique par pigeon voyageur ou par signaux de fumée. Et comme de toute façon, la métropole c'est très loin, inutile de vous dire que la possibilité de prendre des ordres ou de demander des renforts, elle n'existe pas. Donc Marchand comprend qu'il va se faire un boum-boum sur la tête par les Anglais s'il continue, et donc il capitule devant les Anglais. Donc avec Marchand, évidemment, meurt le rêve français d'avoir une colonie française qui traverserait l'Afrique. Mais de fait, ce que manifeste l'épisode Marchand à Fashoda, c'est à la fois le côté sans limite de la conquête, d'accord, c'est-à-dire on est là, on se promène et on plante des drapeaux français parce que ça nous appartient. Et puis les Français font ça, mais les Anglais font ça, les Allemands font ça, les Belges font ça, tout le monde y va. Les Portugais font ça. On va voir le détail dans une carte page suivante. Donc, c'est la promenade de santé, d'accord, ceci nous appartient, puisque nous apportons la culture aux races inférieures, comme vous le savez. Et la deuxième dimension de ça, c'est qu'il y a effectivement une vraie compétition entre les pays européens qui cherchent à approprier le plus possible. Pour la France, le deuxième moment de friction, c'est Agadir, le Maroc, puisque, en fait, les Français ont été invités par le sultan du Maroc, le sultan Moulay Abdelhafid. Ils ont été invités, vous pouvez mettre autant de guillemets que vous voulez, d'accord? C'est-à-dire que là aussi, bonjour, venez chez moi quand vous voulez, mais bien sûr, sultan. Et les Allemands ne sont pas très contents parce que les Allemands, eux aussi, ils convoitaient le Maroc. Ils auraient bien aimé avoir une colonie pas trop loin, pas dans les profondeurs de l'Afrique où c'est compliqué d'aller, etc. Et donc, quand les Français s'installent, eh bien, à Agadir, les Allemands envoient une canonnière. Une canonnière, c'est un pas très gros bateau, mais à cette époque, on est en 1906 là. À cette époque où se développe la navigation à vapeur et surtout les navires de guerre à vapeur, il y a des gros cuirassés. Une canonnière, c'est pas énorme. Enfin, symboliquement, c'est bienvenue les Français, d'accord. Nous sommes là, nous aussi. Bon, en fait, les Français, là, ils comprennent qu'il va falloir jouer un peu plus fin qu'avec les Anglais à Fashoda. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils négocient avec les Allemands un agrandissement de leur colonie du Cameroun, avec un K, d'accord, puisque le Cameroun, au début, c'est une colonie allemande, en échange de laisser foutre la paix aux Français pour l'extension au Maroc. Parce que le Maroc, vous avez compris quand même, d'un côté, on a déjà pris l'Algérie, de l'autre côté, on a pris le Sénégal. Donc le Maroc, ça permettrait de compléter l'ensemble. C'est un peu comme quand on joue au Monopoly, d'accord? C'est-à-dire que quand vous avez le boulevard Malesherbes et le boulevard des Capucines,
faut prendre celui qui est au milieu, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est vert aussi. D'accord. Donc, parce que ça vous permet de mettre des hôtels et puis de faire payer plus cher quand les gens s'arrêtent. Bon, donc en gros, c'est ça la conquête de l'Afrique par les Européens. Enfin, c'est à ça qu'on peut ramener les choses. La fin du processus, c'est quoi? Comme promis, on va situer un peu tout le monde. Donc la fin du processus, c'est que on va faire dans l'ordre alphabétique, d'accord? Donc les Belges, ils ont pris un énorme ensemble au milieu de l'Afrique, qui est le Congo belge, qui est devenu la République démocratique du Congo. Entre les deux, ça s'est appelé le Zaïre. Alors attention, parce que c'est pas les Belges, en fait, c'est une possession personnelle du roi de Belgique. C'est pas l'État belge, c'est le roi de Belgique lui-même qui a payé ses troupes pour qu'elles aillent lui conquérir le Congo. On verra un peu le détail, mais disons que la colonisation belge, c'est pas celle qui a laissé le meilleur souvenir. Si tant est qu'il y en ait qui a laissé un bon souvenir, c'est vraiment pas celle qui a laissé le meilleur souvenir. Bien, alors après, on a des colonies britanniques. Donc, l'Égypte, qui au début était simplement un point d'attention pour les Britanniques, est devenue un protectorat, autant dire une colonie. Et puis, de là, les Égyptiens ont suivi les sources du Nil, enfin, ont suivi le Nil. En remontant le Nil, des droits, enfin, du moins, ils ont conçu et acquis des droits sur le Soudan, d'accord. Et puis, c'est là qu'ils ont rencontré les Français à Fashoda, lesquels Français, en fait, venaient du Congo, mais alors le Congo dit Brazzaville, avaient traversé l'Afrique équatoriale et étaient en train de vouloir rejoindre Djibouti, qui était une petite colonie française au débouché de la mer Rouge, qui a joué un rôle stratégique longtemps, puisque on a encore une base pour la marine nationale où les porte-avions peuvent faire escale. Alors, c'est plus près de nous, d'accord, mais le Djibouti, comme c'est à la fois l'océan Indien et la mer Rouge, disons que c'est quand même un point stratégique. Donc, les Français essayaient d'eux et ça n'a pas marché. Alors, les Français, on l'a dit, ils ont récupéré, ils ont pris l'Algérie dès 1830. Le Maroc, c'était un peu plus tard. La Tunisie aussi. Alors, le Maroc, les Français n'ont pas tout pris parce que ils n'ont pas le nord du Maroc qui est en face de Gibraltar. En particulier les villes de Ceuta, Tétouan et Melilla, d'accord, et Tanger, bien sûr. Ils n'ont pas le sud du Maroc, Rio de Oro, qui va devenir la Mauritanie. En revanche, donc, bon, le grand ensemble que les Français se sont taillés là, à la fin du 19e, c'est ce qui va donner les pays qu'on connaît, d'accord, mais pendant longtemps, ça n'est que l'Afrique occidentale française. Et puis, de l'autre côté, et puis plus à l'intérieur des terres, l'Afrique équatoriale française. D'accord. En plus des Français, les Allemands, donc. Les Allemands, en fait, alors ils ont quatre bouts de colonies, d'accord. Le Togo, qui est près de la Côte de l'Or, le Cameroun, qui leur a en fait été en grande partie cédé, qui leur a été en partie cédé par les Français sur la partie qui était conquise sous forme d'Afrique équatoriale, parce que ça permettait de négocier le Maroc, l'Afrique orientale allemande autour des Grands Lacs, et puis le sud-ouest africain allemand, qui était l'actuelle Namibie. D'accord. Ah oui, alors pour les Anglais, pardon, j'ai pas commenté, j'ai juste parlé du cours du Nil, mais les Anglais ont aussi, bien sûr, en fait, au terme d'une guerre coloniale un peu particulière, puisque les Anglais se sont battus à la fois contre les Zoulous. Alors, dans la guerre contre les Zoulous, qui était donc en Afrique du Sud, les Français y sont intéressés parce que le fils de Napoléon III, donc Napoléon IV, si vous voulez, enfin l'héritier d'une potentielle restauration impériale est mort en 1874 en combattant les Zoulous sous l'uniforme britannique. Comme quoi tout fout le camp. Donc les Britanniques ont aussi au nord la Rhodésie qui va devenir le Zimbabwe, Rhodésie du nom de Cecil Rhodes qui est le colonisateur, d'accord. Et puis le grand Nigeria dont on ne sait pas encore qu'il est plein de pétrole, mais voilà. Enfin bon, les Britanniques ont en fait une poussière de colonies. Les Portugais ont bien sûr l'Angola et le Mozambique qui restent des pays lusophones. Les Italiens ont attrapé la Libye et puis une partie des côtes somaliennes. Vous savez qu'ils essaieront sous Mussolini de conquérir l'intérieur des terres, mais en fait,
à la fin des années 1890, ils se font arrêter parce qu'en fait, ils se font écrabouiller à deux doigts par les troupes éthiopiennes, et donc ils ne vont pas plus loin, ils se contentent de garder les côtes. Et puis enfin, les Espagnols, on a vu, ils ont le nord et le sud du Maroc. Ils en auraient bien pris plus, mais ils n'ont pas eu les moyens de participer au festin parce qu'ils n'étaient pas au meilleur de leur forme. Alors, ce qu'on voit, c'est à quel moment se font les grandes expéditions qui vont permettre de conquérir. Ben, dans le cas donc, de la vallée du Nil, c'est l'expédition Kitchener, celui qui deviendra le général Kitchener. Ça, c'est 1898, hein, la course au Nil. Aussi bien Kitchener que le français Marchand. Et puis, en fait, la mission en Afrique centrale, les missions des Français qui vont aboutir à la conquête de l'Afrique occidentale et de l'Afrique équatoriale française, ben, c'est au tournant du XXe siècle, c'est 1898-1900. Donc, cette conquête coloniale, elle est extrêmement tardive dans notre histoire de la grande, enfin, de la grande divergence, et quand on y pense, c'est extrêmement récent. C'est une histoire qui a à peine une centaine d'années. Et donc, quand on dit que il y a des conséquences encore aujourd'hui, bah, ce n'est pas étonnant parce que c'était quand même avant-hier. Alors, comment est-ce que les colonisateurs vont s'organiser pour coloniser, pour exploiter les pays qui colonisent? En fait, il y a trois manières assez différentes d'administrer, on va commencer par là, les pays. Bon, chez les Britanniques, dans beaucoup de cas, en particulier alors en Gambie, au Sierra Leone, dans la Côte de l'Or ou au Ghana et au Nigeria. Donc en fait, toute la côte du ici, hein, d'accord, non pas le Golfe de Guinée, mais toute cette côte d'Afrique qui donne sur le sud et qui donne justement sur São Tomé. Là, on va faire de l'indirect rule, c'est-à-dire que concrètement, les indigènes sont absolument pas citoyens britanniques. On leur crée des institutions traditionnelles qu'on a inventées de toutes pièces, mais dans ces institutions traditionnelles, en fait, c'est eux qui se débrouillent pour. Alors, la reine leur nomme un chef, et puis en fait, ils s'administrent eux-mêmes en bonne intelligence avec les colons. Alors, et à ce titre, en fait, ce ne sont pas des colonies de peuplement, hein, ce sont juste des colonies d'où on exporte ce dont on a besoin et où on va pouvoir importer les produits britanniques pour les y vendre. Donc concrètement, ce sont des marchés. C'est pour ça qu'on ne fait pas plus que s'assurer un système légal et une représentation politique qui font qu'on arrive à vendre et à acheter et que ça se passe bien quand on est là-bas. Voilà. Et donc, on change très peu l'organisation sociale parce que ce n'est pas de ça qu'il est question. Alors, il n'empêche que les Britanniques ont quand même des appétits. Par exemple, si vous considérez William S. Lover, qui est le créateur de ce qui va devenir Unilever, qu'est-ce qu'il a fait, ce garçon? Ben, comme vous le savez, Unilever, c'est de la chimie grand public, d'accord? Donc, c'est des détergents c'est essentiellement des détergents, Unilever. C'est un lessivier. Bon, et donc, Unilever, au début, enfin, l'entreprise de Lever, au début, avant de fabriquer des détergents, elle fabrique du savon. Le savon, comme vous le savez, c'est quoi? C'est des acides gras émulsionnés dans du gras. Donc, c'est de la soude émulsionnée dans du gras, en général. Un procédé de production connu depuis les Gaulois, qui ne faisaient pas un usage abusif du savon, mais qui au moins savaient le fabriquer. Bon, donc, ce qu'il faut, c'est qu'il faut de la cendre, il faut du gras, quoi. Et justement, comme le palmier à huile, ça permet de faire du gras en très grande quantité et pas très cher, l'idée de Lever, c'est de faire des très grandes plantations. Sauf que dans les territoires qui sont gérés sur le mode de l'indirect rule, bah, c'est quand même les indigènes qui administrent. Et donc, Lever, quand il voit les chefs tribaux au Nigeria en leur demandant s'il peut acheter de quoi faire des plantations, on l'envoie promener. Et donc, il va plutôt aller au Congo belge, où là, effectivement, il va se mettre d'accord avec le roi de Belgique pour pouvoir exploiter tranquillement les lieux. Alors, dans les territoires qui ne sont pas administrés par les Britanniques, il y a aussi des modes d'organisation, d'administration qui sont un peu du même genre que l'indirect rule. En France, on va parler d'indigénat, pour le statut des indigènes. Alors, qu'est-ce que c'est l'indigénat? Ben, en fait, l'indigénat, c'est le statut des gens qui ne sont pas citoyens français.
Donc ils ne votent pas, évidemment. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de colons français qui votent, d'accord? C'est-à-dire que concrètement en Algérie, il y a des colons français qui votent et qui élisent des députés à l'Assemblée nationale. Mais en revanche, les Algériens qui sont là depuis, alors ça dépend parce qu'il y en a qui sont là, enfin, il y en a qui sont arrivés avec l'invasion arabe au 7e siècle, il y en a qui étaient là depuis plus longtemps avant. Enfin, en tout cas, tout cela, leur point commun, c'est qu'ils ne votent pas. Ils ne votent pas et ils sont administrés par des chefs locaux qui sont en fait contrôlés par le commissaire aux affaires indigènes. Le commissaire, c'est un fonctionnaire, ce n'est pas une autorité politique élue. Donc il y a un commissaire aux affaires indigènes qui s'occupe dans sa circonscription de veiller au fait que les cadis ne font pas de conneries. Enfin, en tout cas, que ça se passe bien. Bon, alors, de fait, l'indigénat, c'est la manière dont on a organisé l'Algérie après la conquête, qui commence en 1830, donc dès 1834. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a aucun fondement légal. C'est-à-dire que, en gros, c'est des pures mesures administratives. C'est-à-dire qu'on crée un bureau des affaires indigènes et puis roule. D'accord ? Alors, à partir de 1881, quand même, c'est-à-dire à partir du moment où on va vraiment se mettre en ordre pour coloniser l'Afrique du Nord, puisque à partir de 1881, on s'intéresse aussi à la Tunisie et au Maroc, enfin, d'abord à la Tunisie puis au Maroc, là, il va quand même falloir un cadre légal. Et donc, on fait une loi où, justement, d'un côté, on a les affaires indigènes, et puis de l'autre côté, il y a des citoyens français. Bon, concrètement, ça a un nom, l'indigénat. Hein, c'est-à-dire que ça s'appelle l'apartheid, d'accord ? Mais le terme apartheid lui-même, c'est pour l'Afrique du Sud. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais donc l'Afrique du Sud, au début, ce sont des colons néerlandais qui arrivent. Et puis quand les colons néerlandais ont trouvé qu'il y avait de l'or et des diamants, les Anglais se sont dit que ça pouvait être intéressant. Et donc ils sont venus, ils ont fait la guerre aux Zoulous parce qu'il y avait de l'or à récupérer. Et puis après, ils ont fait la guerre aux Néerlandais, qu'on appelait les Boers, B-O-E-R. Et Boer, c'est comme Bauer en allemand, c'est-à-dire le fermier. Parce qu'en fait, les colons hollandais, c'était des paysans. Ils savaient qu'il y avait de l'or, mais c'était des ploucs. Et à cette occasion, les Anglais, qui avaient déjà inventé la déportation des populations pour faire la guerre aux Français pendant la guerre de 7 ans, ont inventé les camps de concentration, où ils n'ont pas mis les Africains, parce que bon, ça, les Africains, il y avait des mitrailleuses pour ça. Non, ils ont mis dans les camps de concentration les Hollandais, enfin les bourgs d'origine hollandaise, le temps qu'ils leur fassent comprendre que les patrons, c'était désormais les Anglais. Mais alors justement, là, c'est plus l'indirect rule. C'est plus l'indirect rule. Alors, c'est plus l'indirect rule, mais ce qu'on voit, c'est que, justement, dans les colonies de peuplement, on a un double régime où on va avoir des citoyens des pays colonisateurs qui vont avoir leurs propres droits, et puis des citoyens de seconde, enfin des locaux de seconde zone qui sont gérés par les affaires indigènes. Et c'est en ça qu'on voit que c'est un empire. C'est parce que concrètement, à l'intérieur d'une entité politique élargie, on a plusieurs statuts différents pour les populations. Tout le monde n'a pas le même statut. Alors que dans un État-nation, en principe, tout le monde a à peu près le même statut, au moins la même nationalité. C'est-à-dire que dans la France d'Ancien Régime, il y a peut-être des nobles, des prêtres et le tiers-État, mais enfin, tout le monde est français. Alors que, enfin, bon, je dis ça, en même temps, c'est un peu problématique, d'abord parce que sous l'Ancien Régime, on a déjà des colonies, et puis en plus parce que, comme vous le savez, il y a une partie des gens qui habitent qui ne sont pas français. C'est-à-dire que, par exemple, les Juifs deviennent français sous le consulat. Bien, mais là, dans l'Empire, ce qui est manifeste, c'est que les indigènes, ils ont des des modes d'administration indigènes, ce n'est pas les mêmes en Algérie et en Afrique équatoriale. Donc, de fait, il y a des statuts différents. Donc, c'est ça qui caractérise un empire. Alors, dans les colonies administrées par les Européens, ça se passe pas toujours très bien avec les populations locales. Indépendamment du fait qu'ils n'ont pas de droit politique, on les traite pas forcément de manière très agréable. Par exemple, c'est là que le Congo belge est de sinistre mémoire. En particulier, il y a un historien qui s'appelle Jules Marchal qui accuse les Belges d'avoir fait un véritable génocide au Congo. Et donc en fait, le livre qui a été publié il y a une vingtaine d'années s'appelle L'histoire du Congo 1910-1945, travail forcé pour l'huile de palme.
Travail forcé, et concrètement, ceux qui ne travaillaient pas, c'était châtiment corporel, mais les châtiments corporels, c'est on vous coupe un bras, on vous coupe la tête, enfin, c'est monstrueux, quoi. Parce qu'on vous coupe un bras, d'abord, c'est pas très gentil, ça fait mal, ensuite, il n'y a pas de médecine, puis après, vous vivez comment quand vous avez un bras en moins? Bref, c'est monstrueux, d'accord. Alors, c'est pas parce que les Français n'ont pas fait un truc, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'historien français qui a remarqué qu'il y avait un génocide. Je pense que si on s'intéresse à la répression des soulèvements nationaux en 1946-47, hein, les émeutes de Sétif en particulier en Algérie ou les émeutes de Madagascar, c'est pas un génocide, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'intention de détruire le peuple algérien ou le peuple malgache. Mais enfin, c'est monstrueux. C'est répression par l'armée, avec tir à l'arme automatique dans la foule, etc. Bien. Voilà, donc ça, sont les mœurs avec les populations locales qui n'ont pas la citoyenneté. Et le travail forcé, même s'il n'est pas habituel dans la République française, parce que on a un peu du mal quand même, ce serait quand même un peu ennuyeux de reproduire ce qu'on dit avoir aboli avec la Révolution française. En revanche, l'administration belge, l'administration allemande, l'administration portugaise ont recours au travail forcé, de la même façon que les Espagnols continuent d'avoir recours au travail forcé aux Amériques pendant toute la durée encore à Cuba, parce que même si on a vu que l'Amérique latine, l'Amérique du Sud et l'Amérique centrale étaient devenues indépendantes, Cuba reste une colonie espagnole jusqu'en 1898. Et là, il y a des esclaves et ils sont noirs. Voilà. Bon, alors il y a un dernier cas caractéristique qui est celle de l'Afrique du Sud et de l'Est, qui est là colonisée par les Britanniques une fois qu'ils ont fichu dehors une fois qu'ils ont pris le pouvoir des Néerlandais. Et là, le but, c'est vraiment de s'installer. Et c'est le but de s'installer. Et donc, les Britanniques font la place aux colons, c'est-à-dire qu'ils exproprient les Africains, qui avaient en général des formes de propriété collective, mais enfin, ce n'est pas le détail. Ils exproprient les Africains et ils deviennent propriétaires pour faire de l'agriculture commerciale, ou pour faire des mines d'or, ou pour faire des mines de diamants, ou pour faire des mines de je ne sais quoi. Et de fait, donc dans les colonies de peuplement britanniques, on a un mode de fonctionnement qui n'est pas très différent des modes de fonctionnement des colonies européennes non britanniques, c'est-à-dire une juxtaposition d'une administration par les Blancs qui sont des citoyens de l'Empire, de leur pays d'origine et qui votent encore souvent dans leur pays d'origine, et puis à côté de ça, des affaires indigènes pour les indigènes qu'on maltraite complètement et qui n'ont aucun droit politique. Bon, alors, dans la période qui nous occupe, on a dit que l'Afrique n'était pas du côté divergent de la grande divergence. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne se passe rien en Afrique. La population augmente, la production augmente. Il y a une petite construction d'infrastructures qui commence avec la colonisation. Mais enfin, ces infrastructures, elles sont construites essentiellement pour exploiter. C'est-à-dire qu'on fait des routes pour sortir l'or et les diamants. Ou on fait des routes pour envoyer des troupes quand ça ne se passe pas bien. On ne fait pas des routes pour que les gens puissent aller se promener. De manière générale, l'investissement en capital humain, de la même façon qu'on avait vu que dans les Amériques, les colonisateurs espagnols ne faisaient pas des écoles pour former les Indiens, de la même manière, l'obligation scolaire n'a pas le même sens en France, en métropole pour les Français, d'ailleurs en Algérie aussi pour les Français, et dans le reste de l'Empire français pour les indigènes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'obligation scolaire. Et même si, quand vous lisez Tintin au Congo aujourd'hui, vous voyez Tintin maître d'école qui apprend aux petits Africains que leurs ancêtres étaient des Gaulois de Gaule-Belgique, c'est un peu pour la photo, d'accord ? C'est pour dire que les Européens jouent un rôle civilisateur en Afrique. Une fois qu'on a fini de trucider les gens pour leur piquer leur terre et de leur couper les bras pour les punir de ne pas avoir travaillé assez, effectivement, on va faire classe à leurs enfants. Bien, alors... Bon, évidemment, toute cette histoire reste à écrire dans le détail, et ça ne va pas tellement être mon focus, même si, de fait, prendre la mesure de ce qui a été enlevé à l'Afrique est un sujet, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que c'est comme tous les travaux, enfin, c'est comme toujours le travail de mémoire. C'est-à-dire que de la même façon que la justice, ça sert à sceller un récit
sur lequel on va continuer à vivre ensemble. De la même façon, l'histoire, ça sert aussi à se mettre d'accord, enfin, à établir ce qui va être la version officielle des faits. Et donc, il y a un travail à faire sur l'histoire de l'Afrique qui consiste à comprendre précisément ce qui a été pris par ceux qui sont arrivés. Comprendre ce qu'ils ont emporté et ce qu'ils ont corsé sur place. Voilà. Bon, alors, c'est évidemment pas l'indemnisation qui en soi, l'éventuelle indemnisation qui permettrait de changer la trajectoire du continent. D'accord, en particulier parce que ce qu'on a bien vu, c'est que les progrès des pays qui ont divergé, même s'ils se sont nourris de la richesse des autres, même si les Espagnols ont pris de l'or et de l'argent aux Amériques, même si on a pris ce qu'on a pris en Algérie, etc., la dynamique de croissance, elle avait d'abord une origine endogène. J'entends par endogène le fait que c'est un mécanisme de constitution de capital humain et constitution de capital fixe qui s'est entretenu. Et donc, si ce mécanisme n'est pas là, verser de l'or dessus, ça ne fait rien du tout, comme on l'a vu avec l'Espagne. C'est-à-dire que si vous vous contentez d'amener de l'or des Amériques et de le dépenser dans le reste de l'Europe pour acheter des toiles des Flandres, du vin français et ainsi de suite, bah, c'est pas ça qui va faire de vous la tête de la révolution industrielle et de la grande divergence. Donc le sujet, c'est pas de penser que d'un coup de baguette magique, on va rembourser l'Afrique et tout ira bien. Non, c'est juste simplement de comprendre que, ce qui s'est passé, et puis, mais ça, c'est pas l'objet d'un cours d'histoire économique, puisque c'est plutôt une affaire d'histoire politique, même s'il y a des aspects économiques dans le sujet. D'accord, c'est-à-dire que concrètement, si on s'intéresse à l'exploitation minière au Congo, bah, c'est intéressant de comprendre qu'est-ce qui est sorti des entrailles de la Terre. Oui. Donc finalement, c'est les colonisations qui ont mis en place des institutions répressives qui ont ralenti la croissance économique de l'Afrique. Alors, ça, c'est certain. Quand il y a de l'extraction, c'est au détriment de ceux chez qui on extrait. Néanmoins, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Afrique, il n'y avait pas de dynamique de croissance endogène, puisqu'on a vu qu'il y avait une, dans les... Alors, j'ai pris simplement l'agriculture, il n'y a que, mais on avait des communautés qui pratiquaient une agriculture de subsistance dans lesquelles il n'y avait pas de croissance. Il y avait une croissance démographique, éventuellement, mais il n'y avait pas de croissance intensive, au sens, pas d'accumulation de capital, pas de formation de capital humain. Je ne dis pas ça pour dire que l'Afrique, c'était pas bien. Je dis ça simplement pour dire qu'il n'y avait pas ce machin qui s'est enclenché et qui a engendré la grande divergence. Et puis, il y a un autre sujet qui est qu'aujourd'hui, le problème de l'Afrique, c'est qu'elle reste prisonnière de cercles vicieux qui sont dont la solution n'est pas dans le versement tout de suite d'une indemnité. D'accord ? Alors, en particulier, ce qu'on a vu, c'était que l'une des raisons pour lesquelles les Européens se sont mis à investir dans les machines, après avoir investi dans leur propre formation, d'accord, enfin, c'était un investissement progressif, parce qu'on n'a pas mis tout le monde à l'université au XVIIIe siècle, d'accord, mais ce qu'on voit, c'est qu'en Amérique du Nord, il y a 80% de gens qui savent signer de leur nom au début du XIXe. Et puis ce qu'on a vu, c'était que le niveau de formation s'élevait parce qu'on met tout le monde au lycée dans l'entre-deux-guerres aux États-Unis. Et puis, il y a déjà des formations supérieures qui existent dès le milieu du 19e. Donc, cet effort d'abord d'auto-formation qui permet d'augmenter la qualification de la main-d'œuvre et puis et qui, de fait, ensuite, le fait que la main-d'œuvre se renchérisse et qu'il faille investir dans des machines à cause du coût élevé de la main-d'œuvre, bah, tout ça, ce n'est pas le cas en Afrique. C'est-à-dire qu'en Afrique, la main-d'œuvre n'est pas chère. Et donc, comme la main-d'œuvre n'est pas chère, bah, on va employer beaucoup de main-d'œuvre et pas investir dans des machines. Et de fait, on va employer beaucoup de main-d'œuvre et pas la former. Parce que ça ne sert à rien de la former, puisqu'on a des process de production qui utilisent la main-d'œuvre pas formée. Et donc, de fait, alors, ce type de cercle vicieux, il n'a certainement pas été arrangé par la colonisation. Donc, dans la colonisation, il n'y a pas seulement l'effet de on enlève, on prend des choses. Il y a aussi que les institutions qu'on met en place, bon, on l'a vu, elles sont perverses, mais même du point de vue économique, elles ne mettent pas en place des fonctionnements, vertueux. Bien au contraire.
Bien. Donc, je ne vais pas aller au-delà de cette affaire parce que je constate simplement que dans la période qui nous a intéressés, dans la période qui nous intéresse, c'est-à-dire qu'en gros, dans la période de la grande divergence, on a une Afrique qui part d'un modèle d'agriculture de subsistance, où il y a une croissance qui est possible, mais qui est une croissance extensive. J'entends par croissance extensive que vous doublez la production parce que vous doublez la quantité de travail et vous doublez la quantité de terre. D'accord. En gros, la croissance repose sur l'augmentation de la quantité de facteurs qui sont nécessaires à la production. Donc, alors que ce qu'on a vu, c'était qu'en Europe, avec la grande divergence, on se met à avoir une croissance intensive parce qu'on augmente le capital humain dans chaque personne, on augmente les quantités de capital, certes, mais la productivité du travail augmente aussi. Alors, je n'ai pas parlé de productivité totale des facteurs. Qu'est-ce qui permet de mesurer le caractère intensif de la croissance? Si on a le temps, je reviendrai là-dessus. Bon, donc, on part avec une croissance extensive d'une économie agricole, où on a vu qu'il y avait des chefferies d'un côté et puis de l'autre côté des sociétés d'esclavage. L'Afrique de l'Ouest s'insère dans le commerce mondial essentiellement via le Ghana qui se met à avoir des cultures d'exportation, ce qui attire l'attention des Occidentaux qui se disent qu'ils pourraient peut-être venir y voir. Du coup, après un grignotage aux marges, on a vu les Français en Afrique du Nord, les Anglais en Égypte, et on a les Néerlandais puis les Anglais en Afrique du Sud. En fait, à partir des années 1880, c'est la curée. Je vous rappelle que la curée, ça désigne en fait dans la chasse à courre le moment où on a tué l'animal et on a prélevé sur l'animal qui a été chassé à courre ce que les hommes vont en manger et on laisse le reste aux chiens. D'accord. Donc les chiens bouffent ce qu'ils veulent on les récompense d'avoir participé à la chasse à courre. Donc là, de fait, c'est la curée, c'est la conquête de l'Afrique. Et le résultat de la curée, c'est l'organisation de régimes politiques qui vont permettre. Alors, on a vu, soit on permet simplement le commerce avec l'indirect rule, soit on permet l'exploitation, ce qui est le cas de la plupart des pays européens qui ont des systèmes duaux, mais des systèmes duaux qui permettent quand même d'exploiter le travail forcé. Soit dans le cas britannique, on a aussi un système dual qui est à peine différent, d'accord. Le sujet, c'est que même après la fin de la colonisation, vous savez que la décolonisation, ça démarre en fait après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et puis ça dure en gros en une vingtaine d'années, l'Afrique est complètement décolonisée. C'est-à-dire que les Européens ne sont plus formellement au pouvoir, mais ils vont garder des positions de pouvoir, en particulier via les circuits financiers et commerciaux, qui justement vont perpétuer des institutions à la fois politiques et économiques qui ne permettent pas à l'Afrique de se mettre sur une trajectoire d'accumulation du capital humain et d'accumulation du capital économique. Bon, et puis quand on a dit ça, on a dit tout ce qu'on peut dire quand on ne sait pas grand-chose, comme c'est mon cas. Voilà. Et en particulier, je ne vais surtout pas m'amuser à envisager comment ça pourrait se passer si, parce qu'on fait de l'histoire et donc on ne va pas inventer des scénarios. Voilà. Alors, je pourrais peut-être en raconter un peu plus dans les années qui viennent parce que j'ai un doctorant qui a commencé une thèse justement sur l'exploitation minière au Congo et comme c'est une thèse d'histoire économique, une partie de son travail, ça va être de reconstituer le prélèvement qui a été opéré par les Occidentaux sur les ressources à la fois naturelles et humaines du Congo. Donc rendez-vous dans 3 ou 4 ans. Je ne vous conseille quand même pas de redoubler 36 fois pour avoir le contenu du cours. Vous pourrez toujours revenir sur le site web ou me demander le mot de passe. Bon, et puis si vous permettez, en fait, on va quitter l'Afrique à laquelle je ne connais pas grand-chose pour revenir vers ces pays qui, en fait, vont essayer de mener un rattrapage à marche forcée de la révolution industrielle parce qu'ils n'ont pas démarré en même temps que les vieux pays d'industrialisation, qui étaient la Grande-Bretagne, et puis ensuite la Belgique, et puis ensuite la France et les États-Unis, et puis ensuite l'Allemagne. Et puis, si vous permettez, je vais lubrifier un peu la machine. Là, je vous remercie de votre bienveillance. Et donc, si on regarde les choses plus précisément, en 1850, l'Angleterre, les États-Unis, l'Europe de l'Ouest, l'Europe du Nord,
Et on va compter l'Allemagne, la Belgique, le Danemark, la France, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suède, la Suisse, les dominions britanniques. Donc, les dominions britanniques, c'est le Canada, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, l'Inde, en 1850, pas encore. L'Afrique du Sud, pas encore. D'accord. Mais donc c'est les dominions britanniques qu'on a appelées dragons européens, d'accord. Donc, ils ont creusé l'écart avec le reste du monde, non seulement en termes de PIB par tête, on est à plus de 2000 dollars de PIB par tête en moyenne dans les pays d'Europe de l'Ouest en 1850. Alors, c'est encore modeste, mais par rapport au niveau de subsistance qui est de l'ordre de 400 dollars par tête, c'est 5 fois plus, d'accord. Et au Royaume-Uni en particulier, on est à 4000 dollars 1990. Donc 4000 dollars de la valeur du dollar en 1990, donc 2 fois plus que la moyenne européenne. Mais surtout, l'écart, en fait, il est encore plus fort en termes de capital humain et de capital économique par tête, comme on l'avait vu quand on avait regardé les sentiers de production, les sentiers d'expansion. Voilà. Vous vous souvenez, on avait des groupes de points sur des repères où il y avait capital par tête, production par tête. Alors pour vous, c'est capital par tête, production par tête. Et on voyait que la quantité de capital par tête et de PIB par tête augmentait. Alors qu'avant la révolution industrielle, le capital par tête, il est pas négligeable, mais il est quand même très faible. Surtout dans une économie dans des économies agricoles de subsistance, où il y a très peu de capital économique. Bien, alors, donc, bon, pour les autres, enfin, pour ceux qui ne sont pas ces pays avancés, on n'a pratiquement pas de données de capital par tête. D'accord. Elles sont complètement au doigt mouillé. Et les données de PIB par tête, on les a par Madison, mais on sait que c'est des rétropolations hypothétiques. N'empêche que ce qui est important, c'est de comprendre que ces pays, qui sont juste derrière, prennent, on va dire au cours du 19e siècle, prennent conscience du fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui sont en train de se laisser distancer. Et donc, ils sont tentés de rattraper. Enfin, ils peuvent avoir le projet de rattraper. Alors, celui dont on peut penser qu'il forme effectivement le projet de rattraper, bien que il a probablement les Russes ont probablement une logique de croissance propre, parce que d'abord ils ont une logique d'expansion territoriale qui dure depuis on va peut-être pas remonter jusqu'à la Russie, la Rousse de Kiev, mais qui est manifeste depuis Ivan le Terrible en tout cas, et puis qui s'accélère fortement avec Pierre Ier, donc le tsar dont on a vu qu'il avait été travailler dans les chantiers navals aux Pays-Bas. Mais Pierre Ier, en fait, c'est lui qui bat les Suédois. Or, les Suédois, à l'époque, ils sont en train d'essayer de faire le tour de la Baltique. Et quand Pierre Ier bat les Suédois, à Poltava notamment, eh bien, en fait, ça lui ouvre les portes d'une expansion vers le nord et vers l'est, parce qu'il a pu, en gros, en battant les Suédois, il bat les Finlandais, il récupère le golfe de Finlande, et puis toute la Carélie, et puis les lacs là-haut, etc. Et puis de la même façon, au sud, les Russes se battent contre les Turcs, contre l'Empire ottoman, mais ils se battent plutôt contre l'Empire ottoman que contre les Turcs à proprement parler, puisque la caractéristique de la Russie, c'est qu'ils ont des minorités turcophones importantes. Oui. Est-ce que l'Afrique du Sud fait partie des dragons européens? Alors, oui, on va la compter dans les dragons européens, même si ce n'est pas un dominion britannique. Non, mais c'est un dragon européen, puisque il y a une population de colons blancs importante. Et donc les Russes se battent pas contre tous les Turcs, ils se battent contre les Turcs ottomans. Mais en général, en employant des Turcs pas ottomans à se battre contre les Turcs ottomans. Puisque les Cosaques du Don, par exemple, les Cosaques de la Volga, c'est des cavaliers, souvent d'origine tatare, ou mélangés tatars et slaves. Et donc, dans les Tatars, ils parlent des langues turques. Ils parlent tatar, et le tatar, c'est une langue turque. Voilà. Donc, en Russie, qu'est-ce qu'il y a comme turc? Il y a des Tatars sur la Volga, autour de Kazan. Il y a des Tatars en Crimée. La Crimée, vous savez, c'est cette péninsule qui est dans la mer Noire. Et puis, il y a d'autres peuples turcophones. Alors, ils ne sont pas vraiment en Russie à proprement parler, mais l'expansion de ces années-là va justement conduire à les annexer. Il y a ceux dont on a parlé récemment qui sont les Azéris, qui sont donc sur les rives de la mer Caspienne, Caucase, mer Caspienne. Et puis il va y avoir les Turkmènes, comme leur nom l'indique, les Kazakhs, plus à l'est,
mais pas les Kirghizes, puisque les Kirghizes, comme vous le savez ou pas, ils sont persans. Ils parlent une langue qui est proche du persan des Iraniens. Bon, donc de fait, les Russes, ils s'intéressent aux turcophones. Il y en a déjà dans l'Empire au XVIIIe, mais l'un des objectifs de guerre des Russes, ça va être d'aller récupérer les turcophones. Et de fait, pendant tout au long du XVIIIe et du XIXe, les Russes vont se battre contre les Turcs. Mais une des victoires décisives, ça va être après la guerre de 1768-1774, ça va être le traité de Kutchuk-Kalinarji, par lesquels les Russes s'étendent là vraiment jusqu'au Caucase et donc jusqu'au plateau anatolien, quoi, pratiquement. Bon, alors ça cause l'inquiétude des Britanniques, puisque les Britanniques ont toujours eu une politique d'équilibrage des forces en Europe pour qu'il n'y ait personne qui soit plus fort qu'eux. Et donc, quand ils voient que les Russes battent les Turcs et commencent à devenir plus importants, vont devenir potentiellement la puissance qui compte dans le Caucase et par là, eh bien quoi eh bien, en fait, ils vont former une alliance pour affaiblir les Russes. Et alors, l'alliance pour affaiblir les Russes, c'est les Ottomans, les Français, le royaume de Piémont-Sardaigne, donc le royaume qui est en train de, enfin les Italiens autour de Turin qui sont en train d'unifier l'Italie, et puis les Abkhazes du Caucase qui sont une ethnie pas slave, enfin les Abkhazes ils sont dispersés entre la Géorgie, l'Arménie, etc. Disons que le Caucase c'est très fragmenté puisque c'est des vallées, donc les territoires sont complexes à appréhender. Mais disons que ce qui est intéressant dans les Abkhazes, c'est qu'ils ont toujours des relations compliquées avec les Russes encore aujourd'hui, et avec les Géorgiens aussi. Bref, les Anglais mettent tout le monde d'accord pour qu'on aille chercher noise aux Russes, ce qui produit la guerre de Crimée. La guerre de Crimée, ça commence en 1851, et pour mémoire, ça fait plus de 300 000 morts chez nous, enfin dans les rangs des Européens. Donc c'est pas une petite guerre, 300 000 morts. C'est une guerre monstrueuse, pour pas grand-chose que pour aller emmerder les Russes et leur montrer que s'ils continuent, on saura limiter leurs ambitions. Et alors, c'est typique quand même des guerres complètement oubliées, parce que vous n'avez probablement pas appris grand-chose sur la guerre sur la guerre de Crimée, enfin, à moins que vous ayez eu un prof d'histoire un peu intéressé au 19e quand vous étiez en classe de seconde. Mais il y a des signes dans le paysage parisien de cette guerre de Crimée, parce que par exemple, le boulevard de Sébastopol, qui va en gros de la Tour Saint-Jacques là, à la gare du Nord, à la gare de l'Est, pardon. En fait, il perpétue la mémoire du siège de Sébastopol. Le siège de Sébastopol, c'est donc la grande ville de Crimée qui est au sud de la Russie. Le fort de Malakoff et en fait la ville de Malakoff, ben justement, c'était le nom d'un des forts qui défendait la ville de Sébastopol. Donc il y a quelques signes dans la toponymie parisienne qui ont été donnés à ce moment-là, quelques noms de victoires significatives de cette guerre de Crimée. Mais en fait, et puis il y a un truc aussi culturellement, il y a ce qu'on appelle la charge de la brigade légère. C'est que suite à une erreur de commandement, la cavalerie légère britannique a chargé sabre au clair sous le feu des mitrailleuses russes et s'est fait complètement démonter en quelques minutes, puisque le rôle de la cavalerie, c'est pas de charger des nids de mitrailleuses, c'est de charger de l'infanterie en plaine. Mais là, erreur de commandement, la brigade légère charge des positions fortifiées, les Russes la massacrent, et donc c'est resté dans la culture de l'époque comme le signe à la fois d'une décision militaire absurde, mais aussi du courage et du sacrifice et de la magnificence, naturellement, de l'armée britannique. Bon, donc, à part ces petites choses qui n'ont pas beaucoup d'importance, la guerre de Crimée n'a laissé comme souvenir que des dizaines de milliers de morts, en particulier parce qu'il y a eu une épidémie de choléra pendant le siège de Sébastopol, et que aussi bien les assiégés que les assiégeants sont morts du choléra, qui était une maladie atroce, vous savez, c'est une maladie bactérienne, qui infecte En fait, la bactérie, elle est dans le tube digestif, puisqu'on meurt de diarrhée. Et donc, l'agent infectieux, il contamine l'eau potable.
Voilà, donc tout le monde est mort du choléra, c'était atroce. Bon, alors, ça, c'était le truc des Britanniques pour calmer les Russes. Sauf que les Russes, de s'être fait massacrer par les Européens, ils comprennent que s'ils veulent lutter contre les Européens à armes égales, il va falloir qu'ils changent. Et donc, en gros, la guerre de Crimée, ça a le même effet que les premières défaites contre les Suédois à la fin du XVIIe siècle. Ça lance les Russes dans un programme de modernisation. Alors, qu'est-ce que c'est le programme de modernisation? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et donc la Russie, alors ça ne marche pas dans un premier temps. C'est-à-dire que ça marche tellement pas qu'en fait, les troubles sociaux en Russie vont aller grandissant et que, comme vous le savez, la Russie va connaître deux révolutions en 1917 et au bout du compte, l'installation d'un pouvoir, enfin, deux révolutions plus une guerre civile et après la mise en place d'un régime communiste. Monsieur, Oui. je suis désolée de vous déranger. Apparemment, il y a des personnes en salle d'attente qui ont eu des Ah, pardon, problèmes de merci de connexion. me le dire, excusez-moi, parce que je ne voyais pas Pardon. Merci. Oui, donc à ceux qui arrivent, je vous prie de m'excuser, je ne vous avais pas vu. Ouais, donc en fait, la Russie prend conscience de son retard quand elle est battue de son retard à la fois militaire, mais ce qu'on se dit quand on perd une guerre, c'est que on n'a pas seulement perdu la guerre parce qu'on avait des fusils moins forts, c'est qu'on a aussi probablement, il faut voir plus large, et de fait, alors ça va prendre du temps, mais d'abord Alexandre II, qui est tsar à ce moment-là, va choisir d'abolir le servage. Donc, abolir le servage, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'époque, les paysans russes sont attachés à une terre, et en gros, c'est le propriétaire de la terre qui décide comme il veut de ce qui fait des serres. Alors, tout ça est assez compliqué, mais ça entraîne des relations sociales compliquées. Mais parce que je ne sais pas si vous savez, mais par exemple, le père de Dostoïevski, le grand écrivain russe, est mort. Il s'est fait battre à mort par ses propres serfs, tout simplement parce que lui-même, il leur tapait dessus. Bon, donc de fait, les relations sociales en Russie ne sont pas exactement d'une tendresse absolue. Le problème, c'est que abolir l'esclavage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez donner de la terre aux paysans qui étaient esclaves, et en fait, bien que esclaves, les paysans avaient une organisation sociale qui était une organisation sociale collective, où en gros, il n'y a pas de propriété privée de la terre, et où c'est la collectivité qui attribue les parcelles de terre de manière égalitaire entre les membres de la communauté, ce qui fait que le type qui n'est pas productif, il a autant de bonnes terres que le type qui est productif, et du coup, la production ne décolle jamais, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vendre votre terre, vous ne pouvez pas produire suffisamment pour économiser, il n'y a aucun moyen de moderniser la production. Bon, et donc de fait, bien qu'on ait aboli l'esclavage, ça change absolument rien à l'organisation de la production agricole, puisque la communauté rurale russe, qu'on va appeler Obshchina ou Mir, enfin peu importe, mais la communauté traditionnelle, qui était l'interlocuteur du maître, elle se retrouve sans interlocuteur du maître. Le seul truc, c'est qu'au lieu de payer en travail, elle va payer un impôt en argent, mais elle est organisée exactement de la même manière, et donc il n'y a pas de réforme de l'agriculture. Celui qui va décider de réformer, c'est Stolypine, qui est en fait le président du Conseil des ministres de Nicolas II. Et alors Nicolas II, c'est le dernier tsar de Russie. Et donc Nicolas II nomme Stolypine justement pour que Stolypine change l'organisation sociale et économique du pays, dans le but de mettre le pays sur une trajectoire qui serait celle de rattraper les pays européens de plus à l'ouest. Bon, et puis Stolypine commence par une réforme foncière en 1905, c'est-à-dire que ce qu'il essaye de faire, c'est de casser cette communauté villageoise traditionnelle qu'on appelle l'Obshchina, pour faire quoi? Pour créer une classe moyenne de petits propriétaires exploitants, c'est-à-dire de gens qui possèdent leur terre, qui peuvent acheter de la terre, qui peuvent vendre de la terre, avec l'idée que, en fait, ceux qui sont les plus productifs, les plus démerdes, il faut qu'ils puissent acquérir les moyens de produire en grand, quitte à salarier ceux qui produisent moins. Enfin, en gros, il faut donner le pouvoir à ceux qui sont des brouillards. Et que c'est comme ça qu'on va faire de la croissance. Bon, le truc, c'est que
c'est qu'en fait, ça ne marche pas très bien, quoi. C'est-à-dire que ça ne marche pas très bien parce que ça désorganise. Enfin, le fait d'attribuer les propriétés de la communauté rurale aux individus, ça fait évidemment qu'il y a des individus qui vont. D'abord, ça va mettre du temps à évoluer. Et puis, il y en a qui ne s'y retrouvent pas, qui sont perdants à l'affaire, dans un contexte social déjà extrêmement tendu, puisque comme vous le savez, il y a déjà une première révolution en 1905, moins de 10 ans après, il y a la guerre, et ensuite, dès la fin, pendant la guerre, il y a une première révolution en février 17, et puis une deuxième révolution en octobre 17. Bref, les tentatives de réforme n'aboutissent pas. Et alors quoi? Il n'empêche pas que, à côté de ça, on a un développement industriel qui est financé essentiellement par les capitaux de la noblesse et par des capitaux étrangers, qui se traduit à la fois par des constructions de grandes infrastructures de transport, par exemple les lignes de chemin de fer du Transsibérien, hein, mais ça c'est financé avec des émissions obligataires sur le marché français. Et puis aussi, en plus des grandes infrastructures de transport, il y a des grandes usines qui sont construites, en particulier les usines Poutilov à Saint-Pétersbourg, dont on a déjà parlé, qui ont 20 000 ouvriers en 1900. Donc, s'implantent des signes du développement économique, les infrastructures, les usines, mais la société ne se modernise pas, et en particulier la base paysanne n'évolue pas. Bon, et puis en plus, il y a des tensions qui vont amener la révolution, si bien que la base paysanne elle va simplement évoluer quand les bolcheviks vont décider, comme vous le savez, de réformer radicalement l'agriculture en 1928 en la recollectivisant. Bien, donc de fait, ceux qui vont mener le rattrapage à marche forcée de la Russie, c'est pas les tsars, ce sont les communistes, et donc ce sera plus la Russie, ce sera l'URSS. Bon, c'est les mêmes lettres, mais pas dans le même ordre. Mais oui, les réformes de Stolypine, ça commence en 1905. Ouais, donc vous y êtes presque, mais de fait, ça continue jusqu'en 1910 et ça marche pas. Donc, ça marche pas bien. Alors c'est intéressant parce que c'est quand même typiquement des réformes libérales, même si elles sont pas inspirées par les économistes libéraux. C'est l'idée que c'est la propriété privée qui va permettre d'augmenter la productivité. Voilà. Bon, ça marche pas parce que de toute façon, c'est pas en 5 ans que vous transformez une société. Il y a quand même un effet de stock qui est que s'il y a 0,1% des gens qui se remuent, ça ne va pas transformer les 99,9% restants du jour au lendemain. Bon, donc en Russie, tentative de réforme qui bute sur en fait, la pesanteur d'un monde rural qui ne se transforme pas. Mais voyez, en France, quand on a voulu transformer le monde rural, on a commencé par faire l'école obligatoire. Et puis après effectivement, il y a eu d'autres choses. Mais des paysans qui savent ni lire ni écrire, leur dire allez maintenant achetez des tracteurs et investissez dans la production, bah oui, mais les gars ils savent toujours pas lire ni écrire. Donc il faudrait. On a peut-être mis la charrue avant les bœufs. Bon, ceux qui en revanche là vont changer radicalement et vont réussir le coup de leur modernisation à marche forcée, ce sont les Japonais. Et alors les Japonais, le Japon, c'est un pays très intéressant, à plein d'égards comme vous le savez, mais très intéressant en particulier parce que quand on essaye de le saisir au prisme quand on essaye de le comparer avec l'Europe en 1800, le parallèle est très difficile. Pourquoi? Parce que d'un côté, les Japonais ne mangent pas beaucoup. Ils ont très peu de protéines. Donc on se place dans le Japon de 1800. Donc les Japonais mangent peu de protéines animales et peu de lait. Donc ils ont des carences en calcium. Ils souffrent de rachitisme, ils ont les os arqués puisqu'ils n'ont pas assez de calcium, donc ils sont tout petits. Quand je dis tout petits, bon, je ne blague pas, c'est-à-dire que concrètement, les Occidentaux en 1800, la taille moyenne pour un homme en France en 1800, c'est 1m60, entre 1m63 et 1m65. La taille moyenne pour un homme au Japon, c'est moins d'1m60. Donc ils sont vraiment tout petits. Et de plus, de constitution frêle, puisque comme ils mangent très peu de protéines animales, il n'y a pas beaucoup de sumotori. Bon. À côté de ça, Tokyo est une ville, d'abord, le Japon est une civilisation urbaine, c'est-à-dire qu'il y a des grandes villes.
Si vous prenez une ville comme Tokyo, il y a pratiquement 1 million d'habitants, c'est-à-dire que c'est aussi grand que la plus grande ville en Europe en 1800, qui est Londres. Osaka et Kyoto ont chacune presque 400 000 habitants. Donc, dans une aire géographique extrêmement restreinte, il y a des villes aussi grandes qu'en Europe. Et les gens qui vivent en ville sont remarquablement lettrés, alors que le japonais, on ne peut pas dire que ce soit facile à écrire, ni à parler. Pourquoi les gens sont remarquablement lettrés? Parce que, comme vous le savez, il y a une industrie de l'édition au Japon qui est absolument florissante. Et en particulier, qu'est-ce qui se passe? Il y a une industrie de l'édition en couleur qui produit des livres qu'on n'achète pas forcément, mais qu'on peut louer. Il y a des maisons de lecture, comme des bibliothèques publiques, où vous payez en fait autant de lecture et vous avez le droit de lire. Et vous avez le droit de lire quoi? En particulier ces albums en couleur illustrée qu'on appelle des mangas à la suite du premier album de Kusai qui s'appelait Le Manga, qui a dû être publié en 1817, un truc comme ça. Et donc ces albums d'estampes en couleur, c'est un signe qu'il y a une diffusion de la culture et un niveau d'éducation beaucoup plus élevé qu'il y a, par exemple, en France à la même époque, en 1800. On considère qu'au Japon, en 1800, alors en ville, c'est-à-dire à Tokyo, il y a 70% des enfants qui fréquentent une école élémentaire où ils apprennent à lire et à compter en utilisant le boulier. Alors, vous ne marrez pas avec le boulier, parce que, en fait, ça c'est probablement un truc qui nous sépare en termes générationnels. Je pense qu'on n'utilise plus le boulier nulle part maintenant. Mais quand j'avais votre âge, en Russie, voilà, évidemment, dans tous les pays, en Iran, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, etc., mais en Russie même, en 1985-90, on compte au boulier. Dans les supermarchés, à la caisse, on a un boulier. Parce qu'on compte vachement vite avec un boulier, quand on sait s'en servir, même si c'est en base 5. Donc, pardon, Edo, excusez-moi, Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo. C'est l'ancien nom de Tokyo avant que Tokyo ne devienne la nouvelle capitale impériale sous le nom de Tokyo, mais je vous rappelle que l'ancienne capitale impériale, c'est-à-dire jusqu'au renversement du régime traditionnel qu'on appelle le shogunat ou le bakufu, c'est-à-dire jusqu'à 1868, la capitale, c'est Kyoto. Et Edo, alors la capitale politique et religieuse, c'est Kyoto, et Edo, c'est la capitale économique, c'est l'actuel Tokyo. Donc 70% des enfants de la ville apprennent à lire et vont à l'école pour apprendre à lire. Bon, et donc du coup, voilà typiquement. Alors ça, c'est pas si c'est une estampe, mais c'est pas une estampe qui a vocation à être dans un livre, je crois. Je pense que c'est une estampe qui a vocation à être exposée séparément, par exemple comme un kakemono. Bon, et ce que vous voyez sur cette estampe, c'est quoi? Eh bien, c'est que les enfants sont bien habillés, mais qu'il y a aussi une diversité des conditions sociales, parce que il y a des enfants qui ont un kimono et une coiffure élaborée, comme cette fille-là qui a un kimono à carreaux, ou celle-ci qui a un kimono à fleurs. Et puis, il y a des enfants qui sont habillés de manière plus modeste, avec des vêtements un peu moins reluisants. Donc, il y a une ébauche de mixité sociale, même si la mixité sociale, c'est surtout qu'il y a des enfants qui ne vont pas du tout à l'école. D'accord. Voilà, donc, tout ça pour dire que ce qui est intéressant dans le Japon, c'est que même s'il n'est pas riche pour les standards, pour les normes occidentales, parce que de fait, on n'y mange pas beaucoup. Donc, c'est exprès que Tokyo, à l'envers, ça fait Kyoto. Oui et non. Alors, je sais pas. En fait, je crois que ça veut dire capitale de je ne sais quoi, Kyoto. Mais concrètement, c'est compliqué quand tu parles en verlan. En fait, c'est changer les idéogrammes de place. Bon, il faut que je demande à qui de droit. Pour cette histoire de Kyoto et Tokyo. Donc, les Japonais, vu de l'Occident, ils n'ont pas l'air riches. Ils ne sont pas gras, ils ne sont pas bien nourris. Ah oui, il faut que vous sachiez un truc. C'est que la beauté masculine en Europe au XIXe siècle, c'est d'avoir un gros ventre. Hein, parce que ça veut dire qu'on est bien nourri. Et c'est seulement à partir du moment où tout le monde va avoir à manger que la beauté, ça va être d'être mince. Parce que ça veut dire que vous êtes capable de maîtriser vos instincts. D'accord. Et donc, vu d'Europe, en 1800, les Japonais, ils sont tout maigres, ils sont tout petits, ils ont des maisons en papier, ils sont nuls, quoi, d'accord.
Et donc, mais en revanche, ce qu'on comprend, c'est qu'ils savent lire, ils savent écrire, et ils sont capables de dépenser du pognon pour s'habiller, et même pour acheter des livres. Donc concrètement, ils ne sont pas riches, mais ils dépensent quand même du pognon pour acheter des trucs. Donc ça peut être intéressant. Et ça peut être d'autant plus intéressant que bon, les Anglais ont quand même déjà joué le coup en Inde, en Chine, et si on essayait le Japon. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on commence par envoyer un navire de guerre. Donc en 1808, les Anglais envoient quand il y a HMS devant un navire, c'est His Majesty Ship ou Her Majesty Ship, selon que le souverain britannique est un roi, His Majesty Ship, ou une reine, Her Majesty Ship. Donc quand il y a HMS, c'est un navire de guerre britannique. Donc HMS Phaeton arrive dans le port de Nagasaki et menace de tout bombarder si on ne lui accorde pas les mêmes privilèges que ceux qu'on a déjà accordés aux Néerlandais. Donc, à ce moment-là, les Britanniques peuvent commencer à commercer avec les Japonais, mais uniquement via Nagasaki. D'accord, Nagasaki, c'est un port qui est tout au sud du Japon, qui deviendra célèbre ensuite parce que les Américains mettront une bombe atomique dessus le 9 août 1945. Mais à l'époque, c'est encore relativement fréquentable. Donc, vous voyez, Nagasaki, c'est là. Et en fait, donc, Nagasaki, c'est le premier port qui va s'ouvrir aux étrangers. Donc, d'abord, les Néerlandais ont le droit d'y faire du commerce, et puis les Anglais achètent le droit. Et puis, du coup, en 1854, en fait, dans le sillage de la guerre de l'opium, d'accord, on a vu que la guerre de l'opium, c'était que les Britanniques faisaient la guerre aux Chinois pour avoir le droit de vendre en Chine ce qu'ils avaient envie d'y vendre, par exemple de l'opium. Et donc, dans le sillage de la guerre de l'opium, ce sont les Américains qui arrivent avec des bateaux noirs. Les bateaux noirs, c'est évidemment des bateaux avec un blindage en acier. Et avec leurs bateaux noirs, ils demandent l'ouverture des ports au commerce. Alors, non seulement Nagasaki, qui était déjà un peu ouvert, mais de fait, il va y avoir des nouveaux ports qui vont être ouverts, en particulier Hakodate. Hakodate, c'est sur l'île du Nord, donc Sapporo, pardon, Hokkaido. C'est l'île du Nord qui a un climat différent et des productions différentes. Et puis Shimoda aussi, qui est en fait, en gros, entre Osaka et Tokyo, qui va être ouvert au commerce. Donc en fait, il y a sur chaque île, bon, à part Shikoku, mais c'est tout petit et économiquement pas intéressant, sur chacune des trois grandes îles, il y a un port qui va être ouvert au commerce. Bon, et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, il y a un opéra de Puccini qui s'appelle Madame Butterfly, qui raconte l'arrivée des Américains et la manière dont les Américains négocient l'ouverture des ports. N'est-ce pas? Alors, dans l'opéra de Puccini, c'est un peu plus soft que dans la réalité, puisque la manière dont les Américains ont procédé, c'est si vous ouvrez pas les ports, on tire. Et autant en 1808, le HMS Phaeton, ça n'aurait pas été une grosse menace, autant en 1853, les navires blindés, là, c'était pas bon. Voilà. Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est de constater que les méthodes pour ouvrir le commerce international sont toujours les mêmes, n'est-ce pas? C'est-à-dire, j'arrive avec mes gros canons, et si tu ne signes pas un traité avec moi, je te tire dessus. Voilà. Ce qui est évidemment toujours de nature à éveiller la bienveillance des populations rencontrées. Bon, alors, ceci étant dit, la raison pour laquelle les Japonais laissent faire, parce que les Japonais comprennent qu'ils n'ont absolument aucun intérêt à rentrer dans l'art des bateaux noirs, parce qu'ils vont juste perdre du monde pour rien du tout. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils décident de certes commercer avec les Occidentaux de manière extrêmement limitée, c'est-à-dire seulement à travers quelques ports, mais d'utiliser ce commerce pour apprendre des Occidentaux comment est-ce qu'on fait pour construire des bateaux noirs et devenir plus fort que les Chinois et les Coréens, et puis même les Occidentaux eux-mêmes. Alors, quelles sont les étapes significatives? Les étapes significatives, en fait, c'est que dès avant même l'arrivée des bateaux noirs, il y avait un daimyo Donc, les daimyos, c'est l'organisation japonaise, enfin l'organisation du Japon, jusqu'à la disparition du Bakufu, donc du shogunat, c'est une organisation féodale, au sens où on connaît ça en Europe aussi, c'est-à-dire que vous avez des seigneurs de premier niveau qui ont des terres, des paysans sur ces terres, les paysans payent l'impôt, à la fois impôt forcé, la corvée où ils travaillent, d'accord, et puis impôt en nature, et puis le seigneur, qu'on va appeler un samouraï, il a un chef qui s'appelle un daimyo, et le daimyo, il a plusieurs samouraïs sous ses ordres, et puis il a des terres à lui,
d'accord. Et puis le daimyo, il dépend directement de l'empereur, enfin en fait du shogun, parce que l'empereur à l'époque a un rôle essentiellement religieux, liturgique, on va dire. C'est-à-dire qu'il fait des trucs de Shinto, mais il n'a pas de pouvoir politique. Celui qui a le pouvoir politique, c'est le shogun, et c'est le shogun qui est tout en haut de la pyramide des daimyo et des samouraïs. Donc, dès avant l'arrivée des bateaux noirs, il y a un daimyo de Saga qui s'appelle Nabeshima Naomasa, qui s'intéresse en bon daimyo à quoi? À utiliser les techniques modernes des visages pâles ou des gros nez, au choix. Non, des nez pointus, pardon. Pourquoi? Pour produire de l'acier à des fins militaires. Bon, alors par exemple, ce daimyo, il fait importer un canon anglais entier de marque Armstrong, puisque Armstrong, c'est le gros fabricant de canons, d'accord, Armstrong Vickers. Et qu'est-ce qu'il fait? En fait, il se fabrique des ingénieurs qui, une fois que le canon Armstrong arrive, démontent complètement le canon et se demandent comment ils vont reconstruire le canon et se mettent à fabriquer des canons. Et donc, son objectif, c'est de se donner les moyens de fabriquer des canons. Alors, pour fabriquer des canons, vous avez compris, il faut des hauts fourneaux qui vont fabriquer de l'acier. Et donc, quand ils se décident à fabriquer des canons, c'est pas rien, quoi. C'est pas une petite affaire, parce que le canon Armstrong en question, c'est pas du canon médiéval, d'accord, ou c'est pas de la bombarde médiévale, ou c'est pas de la caronade du XVIIe siècle. C'est un canon avec des pièces mobiles à chargement par la culasse et tout le truc, donc il faut un acier de haute qualité. Donc le procédé qui consiste à démonter complètement un produit pour le reproduire, pour le copier, ça s'appelle le terme à l'origine, il est anglais, et on dit reverse engineering, d'accord. Donc c'est de l'ingénierie à l'envers. Et en français, on traduit par rétro-ingénierie, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais bon, l'idée de reverse engineering, c'est je démonte, je copie les pièces et je remonte. Bon, et donc Naomasa, il comprend que pour construire son canon, il va falloir qu'il ait de l'acier en quantité, que pour qu'il ait de l'acier en quantité, il faut qu'il ait des procédés sidérurgiques. Donc, il importe un ingénieur sidérurgiste britannique en même temps que le canon. Il fait construire un four à réverbère et il fabrique de l'acier avec son four à réverbère qui lui permet, une fois qu'il coule son acier, de faire les canons. Voilà. En fait, en 1867, quand les choses commencent à barder, le Sud n'a techniquement que 15 ans d'avance sur le Nord, qui s'est mis lui aussi à essayer de fabriquer des canons quand il a vu quand même que les daimyos du Sud avaient des intentions douteuses. Et quoi? En fait, là où les choses se nouent, c'est à l'occasion du changement d'empereur. Il y a un nouvel empereur qui arrive en 1867 et qui s'appelle, dont le nom impérial est Mutsuhito, mais alors vous savez, les empereurs japonais, ils ont un nom, on leur donne un nom au moment où ils deviennent empereurs. C'est comme si, au lieu d'appeler nos rois Louis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 et jusqu'à 18, c'est comme si on disait, je sais pas quoi, Printemps fleuri ou Phénix, Phénix de Sébois. Enfin bref, on donne un nom de circonstance, d'accord, un nom qui veut dire quelque chose. Et alors, Mutsuhito, il choisit, de plus, quand l'empereur accède au pouvoir, c'est lui qui choisit le nom qu'il va donner à son règne, puisqu'en fait, chez les Japonais, on compte les années par rapport au règne des empereurs. D'accord ? C'est-à-dire que, par exemple, l'empereur qui va suivre l'empereur Mutsuhito, il va inaugurer l'ère Showa, et donc la première année du règne de cet empereur, on va appeler ça la première année de Showa. Et donc au Japon, on dit toujours l'année 1 du règne de truc, enfin l'année 1 de l'ère truc. Bon. Donc du coup, le Mutsuhito, il se choisit comme nom Meiji, il choisit comme nom à son règne Meiji, et Meiji, ça veut dire les Lumières. Et les Lumières, au sens, les Lumières du XVIIIe siècle, d'accord, Enlightenment, Aufklärung, Lumi, enfin les Lumières européennes. Suivez mon regard. Et alors donc les Lumières, parce qu'il se dit, il va falloir changer l'ordre social, parce que les canonnières, les trucs, les machins, c'est bien gentil, mais si on veut se mettre en ordre pour ne pas être conquis, pour ne pas subir le même sort que les Chinois, il faut changer. Et alors qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il va s'appuyer
il va s'appuyer en fait sur ceux des samouraïs, ceux des daimyo du Sud qui sont suffisamment armés pour le soutenir, contre eux, en fait, la belle famille de Naomasa, qui a des canons Armstrong, comme vous le savez, qui, elle, va soutenir le pouvoir en place, qui est donc un système féodal autour du shogun. Le shogun étant concrètement un chef féodal, donc militaire. Bon, alors, une fois que Mutsuhito Meiji va avoir gagné la guerre, comment est-ce qu'on fait? Parce que bon, ça, la guerre, elle ne présente pas grand intérêt. Il y a les samouraïs, les daimyo, les samouraïs de je ne sais pas quelle maison du Sud qui vont se mettre avec l'empereur, ils vont battre les daimyo du Nord, et puis terminer. L'affaire est réglée. Ceux qui ont perdu se suicident, ceux qui ont gagné font la fête. Question suivante. Question suivante, en fait, le truc, justement, là, c'est l'obsession de l'empereur, c'est comment est-ce qu'on fait pour transformer la société? Et pas seulement dire qu'on abolit l'esclavage, mais concrètement, comment est-ce qu'on fait pour que la société change de manière à ce que le Japon puisse devenir plus puissant. Et donc le premier truc de l'empereur, d'abord ça va être de prendre le pouvoir pour lui, de plus rester simplement un chef religieux, mais de devenir un chef militaire et politique. Et puis à partir de là, en fait d'intégrer, alors d'abord d'abolir les castes qui font que quand vous êtes samouraï, vous pouvez vous marier qu'avec une fille de samouraï et vos enfants sont samouraïs. Quand vous êtes paysan, vous ne faites pas autre chose. Quand vous êtes artisan, vos enfants seront artisans, etc. Donc il n'y a pas de mobilité sociale. Le truc, c'est que si on veut que les mecs forts aillent là où, que les gens qui ont un don pour quelque chose aillent là où ils sont bons, il faut qu'il y ait de la mobilité sociale. Et accessoirement, si on veut que le surplus produit ne soit pas confisqué par la caste aristocratique, il faut lui retirer son statut de caste aristocratique. Comment est-ce qu'on fait? Alors là, le truc est quand même assez inédit. En fait, l'empereur va nationaliser les terres, qui étaient les terres donc, des nobles, en échange de quoi on va leur donner des titres de dette d'État, des obligations, qui vont leur payer donc un revenu. Ce revenu, ce sera l'intérêt de la dette de l'État. Et la terre est redistribuée aux paysans, pas gratuitement bien sûr, en échange de quoi ils vont devoir payer un impôt à l'État. Et cet impôt que l'État va collecter, ça va permettre à l'État d'investir. Et accessoirement, le fait que les paysans soient obligés de payer un impôt en argent, ça va contribuer à sélectionner les paysans qui sont les plus productifs, qui vont pouvoir acheter les terres des autres. Donc vous voyez, c'était le truc que Mehmet Ali avait réussi à mettre en place chez les collecteurs d'impôts, par exemple, et c'est le truc que les Russes n'ont pas réussi à organiser. Là, ça marche. Ça marche, mais l'une des clés pour que ça marche, c'est aussi de raboter les élites en disant, maintenant, vous êtes des élites non plus politiques et militaires, vous êtes des élites économiques. Donc, si vous voulez vous distinguer, il faut gagner de l'argent. Là-dessus, très rapidement, on décide une obligation scolaire, du moins pour l'école élémentaire, mais attention, l'école est certes obligatoire, mais elle n'est pas gratuite, elle est payante. C'est le truc du Japon, c'est-à-dire que chez les Japonais, la société ne produit pas de services gratuits à l'égard de ses membres. La société dit aux membres ce qu'il faut qu'ils fassent. Et puis c'est à eux de se débrouiller pour le financer. Voilà. Donc, école obligatoire et payante, ça fait quand même qu'en 1900, il y a 90% des enfants qui sont scolarisés. Alors, ceux qui ne sont pas scolarisés, c'est parce qu'ils sont dans les villages reculés, c'est parce qu'ils sont dans les régions reculées. Et donc, de fait, c'est parce qu'ils sont dans les endroits où il n'y a pas d'école. Mais en ville, même dans les gros villages, tout le monde est scolarisé. Bien. Donc, on réorganise les classes sociales, et le premier truc qu'on fait, c'est l'instruction. Ensuite, on décrète la conscription, c'est-à-dire concrètement, on transforme l'armée, qui était une armée professionnelle de nobles, en une armée de conscrits, c'est-à-dire de service militaire, d'accord ? Ce qui est une nouvelle fois l'occasion de donner une formation et de former des citoyens. D'accord ? Bon, je sais bien que l'armée n'est pas exactement l'endroit le plus épanouissant et où la formation est la plus poussée, mais néanmoins, vous mettez les gens ensemble pendant 3 ans, il en sort quelque chose. C'est qu'ils parlent tous japonais, et pas le patois d'Okinawa, qu'ils servent tous l'empereur, et qu'ils ont en commun un certain nombre de choses, c'est ce qu'ils ont vécu ensemble. Voilà. Donc l'armée, c'est le creuset de la nation. Et accessoirement, l'empereur décide aussi le passage à l'heure occidentale. Et pourquoi est-ce qu'il décide le passage à l'heure occidentale ?
Parce que, alors, on dit que c'est pour permettre le développement des chemins de fer, parce que si on veut qu'il y ait des chemins de fer, il faut qu'il y ait des horaires de train. En fait, plus généralement, c'est ce qu'a montré Max Weber dans l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme. Si on veut faire des affaires, il faut qu'il y ait un calendrier et des horaires. Parce que vous n'ouvrez pas la bourse au petit bonheur la chance. Avant le système des 24 heures à l'européenne, les Japonais, en fait, avaient 6 heures de jour et 6 heures de nuit. Excusez-moi. Mais merci de votre bienveillance, comme la durée des jours et des nuits était variable, la durée des heures était variable aussi. Bon, ça a l'air rigolo comme ça, mais en fait, avant l'invention des montres portatives, alors il y a des montres portatives dès le XVIIe siècle en Europe, mais disons avant la diffusion des montres portatives en Europe, qui sont des montres à ressort, donc pas très précises, l'heure est donnée par les cloches des églises, selon un système où il y a aussi 12 heures du jour et 12 heures de la nuit. Et donc, de fait, c'est pas la peine de se moquer des Japonais parce qu'en 1873, ils décident d'avoir une journée de 24 heures divisée en 24 fois 60 minutes de durée égale. Parce qu'en fait, les Européens, ils avaient décidé ça 150 ans avant. 150 avant le début du 18e, et pendant encore tout le 18e dans les villages, tout le monde fonctionne avec un système où il y a 12 heures par jour, 12 heures dans la journée et 12 heures dans la nuit, que la journée fasse 8 heures ou 12 heures, d'accord ? C'est-à-dire qu'au gré des saisons, la durée du jour change, mais le nombre d'heures reste le même. Bon, donc on arrête avec ce truc-là parce que vous ne faites pas effectivement des erreurs de chemin de fer, des marchés financiers, des process de production, des rendez-vous d'hommes d'affaires avec des heures qui se baladent. Bon, et en fait, le truc qui est fascinant chez les Japonais, enfin que moi je trouve fascinant, c'est que, en gros, l'empereur, ce qu'il fait, c'est qu'il reconstruit tous les repères, d'accord ? C'est-à-dire la propriété de la terre, les impôts, l'école, l'heure, ensuite la codification du droit. Alors là, chères étudiantes, chers étudiants, notre université a un rôle particulier dans la codification du droit, c'est qu'en fait, les Japonais lancent un appel d'offres en disant, ben voilà, on voudrait un professeur de droit qui s'intéresserait aux questions japonaises, qui vienne travailler chez nous. Et donc, l'heureux élu s'appelle Gustave-Émile Boissonnade de Fontarabie. Et si vous allez un jour au Panthéon, quand on pourra ressortir et que les bâtiments seront ouverts, alors ce que j'appelle le Panthéon, c'est la fac de droit qui est en face du Panthéon national où dorment les grands hommes et les grandes femmes qui ont fait ce pays, n'est-ce pas ? Mais si vous allez donc à la fac de droit, au premier étage, il y a un buste qui est à Émile Gustave Boissonnade de Fontarabie, hommage des Japonais reconnaissants. Donc évidemment, la première fois que vous voyez ça, vous vous demandez peut-être ce que c'est que ce zozo. Eh bien, ce zozo, figurez-vous que c'est le mec qui a écrit le code civil japonais, le premier code civil japonais, puis le code de commerce japonais en 1899, puis le code pénal japonais en 1907. Et donc, concrètement, alors, ce type, on l'a installé en 1873, il travaille avec des jurisconsultes japonais, et son boulot, c'est de codifier le droit japonais à l'imitation du droit français. Voilà. Et alors, sur le sujet, il y a Okubo Yasuo, la querelle du premier code civil japonais et l'ajournement de sa mise en vigueur. Alors, effectivement, le sujet pour les Japonais, c'est qu'ils mandatent Gustave-Émile Boissonnade de Fontarabie en 1874 et qu'il n'adopte le code civil que 22 ans après. Bon, d'abord, écrire un code civil, ça prend quand même 2 minutes. Hein. Enfin, ça prend un peu de temps. Il ne faut pas écrire n'importe quoi. Mais en plus, effectivement, manifestement, politiquement, ce n'était pas très simple. Et justement, ce n'est pas très simple parce que, comment dire, les Japonais sont normalement racistes. Enfin, je veux dire, c'est pas normalement ils sont racistes, ils sont racistes comme tout le monde. D'accord ? C'est-à-dire que vous connaissez la phrase de Montaigne, chacun nomme barbarie ce qu'il est point de son usage. Donc il est parfaitement légitime, quand vous êtes français, de considérer que les Allemands sont des cons, les Espagnols sont des cons, les Anglais sont des salauds. Et de la même manière, il est parfaitement normal, quand vous êtes japonais, de considérer que les Coréens sont des sous-hommes et les Chinois des inférieurs. Enfin, je veux dire, ça, c'est dans l'ordre de l'histoire. Bon, donc, aller raconter aux Japonais qu'ils vont prendre les lois françaises, c'est un peu comme leur dire qu'ils vont apprendre à manger comme les Martiens, d'accord ? Ça ne le fait pas. Et donc, de fait, l'empereur donne l'exemple. Alors, ça donne ça. Ça donne l'empereur du Japon en tenue occidentale. Et c'est assez drôle. Mais en fait, il va aller vachement loin dans ce truc d'installer les mœurs occidentales. Donc, par exemple, portrait de famille de l'empereur, d'accord ?
l'empereur avec assise à table derrière l'impératrice, le fils de l'empereur qui est debout et la princesse impériale qui est assise. C'est complètement délirant quand vous voyez ça. C'est complètement délirant parce que c'est quoi? C'est un portrait de famille. Enfin, il n'y a pas de portrait de famille royale européenne comme ça à ce moment-là. C'est-à-dire qu'une famille royale ne se fait pas représenter comme une famille bourgeoise. Ça, c'est un portrait de famille bourgeoise occidentale. Mais justement, le truc qui est dingue, c'est qu'il ne veut pas avoir l'air d'un monarque européen. Il veut avoir l'air d'un bourgeois européen pour montrer aux Japonais qu'il faut être des bourgeois européens. Voilà, donc de fait, alors, il a l'air d'un bourgeois européen, mais un bourgeois européen quand même qui a, bon, vous voyez, un spécialement gros bide, parce que ça prouve qu'il a spécialement bien réussi dans la vie. Mais en plus, madame et mademoiselle ont des couronnes sur la tête. Bon, ça n'a pas tellement changé. Hein, on dirait, les gothiques Lolita s'habillent à peu près comme ça. Mais on ne voit plus l'empereur se produire de cette manière. Mais pourquoi il arrive à ce point-là, en fait? Ça me choque quand même. Pourquoi au point de changer sa tenue? C'est ce qui fait son identité, sa culture. Pourquoi au point Oui, parce qu'il veut montrer aux Japonais qu'il faut changer, que c'est nécessaire de changer. Et la raison pour laquelle lui, il pense que c'est nécessaire de changer, c'est qu'il se dit que s'ils ne changent pas, ils vont être battus par les Anglais et par les Américains. Ok. Et donc le truc, c'est on va faire comme eux, mais comme on est plus malin qu'eux, on va les battre au bout du compte, les Blancs. Ok. Bah ouais, pas bête. Et puis, alors pas bête, sur le plan d'action, il est quand même assez impressionnant. Et puis, le truc, c'est qu'à la fois le plan d'action voit loin, et puis dans le détail, c'est précis. J'ai une petite anecdote. En gros, il est malade ou quoi? Il leur donne ce qu'ils veulent. En gros, on vous imite, vous êtes les maîtres, on fait comme vous. C'est pour les amadouer. Et après, bim, de derrière, il met sa technique. Bah, oui, le bim de derrière, c'est Pearl Harbor. Voilà. Mais alors, le truc qui est fascinant au Japon, c'est la planification à très long terme. En fait, j'étais à Fukuoka en 2016, donc sur l'île de Kyushu, là au sud, quand il y a eu un tremblement de terre. Et j'y étais parce que je voulais aller à. Vous êtes un rescapé. Non, parce qu'en fait, je suis arrivé le lendemain du tremblement de terre, donc j'ai juste eu les répliques. Bon, cela dit, comme le tremblement de terre, c'était 7,9, il y a eu beaucoup de répliques pendant longtemps. Donc, du coup, ça m'a permis de savoir ce que c'était que des tremblements de terre. Mais en fait, je voulais aller au sud de l'île, donc j'avais atterri à Fukuoka, je voulais aller au sud de l'île parce que je voulais prendre le bateau pour aller voir une autre île qui s'appelle Yakushima, qui est l'île qui a inspiré Miyazaki pour Princesse Mononoke. Et en fait, on ne pouvait plus prendre le train. Mais alors, aux nouvelles, à la télé, ils expliquaient que le Shinkansen, enfin le train rapide là, qui avait été inauguré l'année d'avant, était plus utilisable et que c'était bien dommage parce que il venait juste d'être inauguré alors que le contrat de développement avait été signé, enfin le plan de développement avait été décidé en 1971. Donc on était en 2016, le truc avait ouvert en 2015 et la construction de la ligne avait été planifiée 44 ans à l'avance. Et au moment de l'inauguration, il n'y avait pas une minute de retard. Les mecs en 1971, ils disent bon, alors en 71, il y avait déjà la ligne Tokyo-Osaka, d'accord. Mais en 71, ils disent bon, on va construire jusqu'à Kyoto en 1973, ensuite Hiroshima 1975, et puis Kagoshima. Donc les mecs, ils ont leur plan de développement pour les 50 ans à venir. Et c'est pas on fait un plan et puis après on change d'avis, d'accord. C'est on fait un plan et on s'y tient. Bon, donc de fait, là de la même manière, l'empereur, c'est pas ouais bah tiens, là on a changé l'heure, peut-être que maintenant on va faire le code civil. Non, c'est le mec en 1867 à 20 ans, il a déjà tout pensé jusqu'à la fin, quoi. Bon, et donc la suite, c'est quoi? Bah, ce qu'on voit, c'est qu'il a fait l'éducation. Maintenant, il va falloir développer les transports. On développe les transports, donc on développe les chemins de fer. Je ne me souviens plus où est-ce que j'en ai parlé. Oui, si, j'en ai parlé indirectement quand j'ai dit on change l'heure pour faire les chemins de fer. Enfin, en tout cas, éducation obligatoire, marché intérieur obligatoire. Bon, tarif douanier, c'est un peu compliqué, puisque les droits de douane ne sont pas vraiment... En gros, les Japonais ont accepté en 1853, sous la pression des Américains, de signer des traités qu'ils appellent les traités inégaux, dans la mesure où ils doivent ouvrir leur marché, mais ils n'ont pas accès au marché
des puissances occidentales. Ils savent que militairement, ils ne peuvent pas changer le sort. Donc, ce qu'il faut qu'ils fassent, c'est quoi? C'est que, puisqu'ils ne peuvent pas développer encore leur industrie complètement, et ils ont des problèmes de mobilisation du crédit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'épargne, en fait, ils vont concentrer leur effort d'industrialisation sur l'industrie lourde pour faire les chemins de fer, c'est-à-dire les transports, et le matériel militaire. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils développent, puisqu'ils n'ont pas le droit d'imposer des droits de douane, ils vont développer un protectionnisme qui va être en fait un protectionnisme pas via des droits de douane, des contingentements ou des normes, je ne sais pas quoi. C'est simplement que dans les marchés publics, ils vont être intraitables. Ils ne travailleront qu'avec des firmes japonaises. En fait, ils vont faire leur Navigation Act à leur manière. Et en particulier pour la construction des chemins de fer, c'est eux qui vont construire leur propre chemin de fer. Alors que les Russes, par exemple, ils font construire le transsibérien par des entreprises européennes. Là, les Japonais, ok, ils ont acheté les fours à réverbères en 1840, mais maintenant, ils font tout eux-mêmes. Voilà. Et donc, de fait, ils vont attendre d'avoir suffisamment renforcé leur armée pour pouvoir mettre en place des tarifs douaniers, d'abord en 1894, et puis en 1911. Et en 1911, de fait, ils auront réussi à mettre en place une barrière protectionniste autour de leur économie et à pouvoir développer aussi le reste de l'industrie. Alors, oui, donc les Japonais sont fiers de leur sidérurgie qui leur permet de construire de magnifiques armes. Accessoirement, le seul accès qu'ils ont au marché international, le seul accès qu'ils ont à l'export, c'est celui de quoi? En fait, ils ont une politique de développement de leur industrie traditionnelle, qu'on appellerait nous de l'artisanat, et une politique de présence dans les expositions universelles. Puisque vous savez qu'en gros, tous les X années, les Européens organisent des expositions universelles. Alors, il y a des expositions universelles à toutes les échelles, parce qu'il y en a dans les États américains aussi. D'accord. Les États américains tiennent des expositions des arts et manufactures, et puis il y a des expositions à l'échelle des États-Unis, et puis il y a des expositions panaméricaines. De la même manière, en Europe, il y a des expositions régionales, nationales, d'envergure internationale, etc. Et donc, ce que font les Japonais, c'est qu'ils envoient dans ces trucs qui sont essentiellement des foires commerciales, d'accord. Ils envoient des représentants des industries traditionnelles qui vont vendre les céramiques japonaises, les kimonos peints à la main, les bronzes qui sont coulés par des artisans japonais avec des coques, des phénix, ils vendent des objets d'art. D'accord. Alors, il y a eu une super expo que vous avez malheureusement ratée il y a 2 ans à Guimet, justement sur Meiji, et à vrai dire, toutes les illustrations du cours sont issues de l'expo. Ce qui était super dans cette expo, c'était qu'il s'agissait justement de retracer la politique japonaise, pas tant la politique d'armement qu'on connaît par ailleurs, mais la politique japonaise de présence dans les expositions universelles. Donc comment est-ce qu'ils ont réorganisé leur artisanat national pour être compétitifs sur un marché international de la production des objets d'art. Ce qui est quand même, c'est-à-dire que quand je vous disais, le mec, il a pensé à tout, il pense à la fois à fabriquer une flotte de guerre et à renforcer l'artisanat pour pouvoir être présent dans les foires internationales. Ah bon, il joue quand même sur tous les tableaux, le gars. Bon, et donc de fait, ça marche. Alors, ça marche comment? L'un des problèmes du Japon, c'est que, exactement comme l'Afrique ou la Russie, ils ont un travail abondant et donc des salaires bas. Et donc, quand on a des salaires bas, c'est compliqué. On achète peu de machines et donc on augmente peu la productivité du travail. Et donc, ça, c'est un piège qui empêche le développement. Et donc, le truc, c'est que les Japonais, puisque les salaires sont bas et puisque les machines des Occidentaux seraient trop chères, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent eux-mêmes des machines qui sont des copies des machines européennes, mais qui sont moins chères. Et en fait, le génie des Japonais, très vite, il va devenir clair que leur génie, c'est la rétro-ingénierie pour les trucs des Européens, qui sont adaptés aux usages japonais, et un taux d'épargne absolument délirant, qui leur permet effectivement d'avoir du capital à bon marché, et donc de pouvoir enfin installer des machines qui produisent eux-mêmes. Alors, donc ça, vous voyez, un atelier textile japonais, et cet atelier textile japonais,
Alors, c'est quoi? C'est silk reeling, donc c'est le dévidage de la soie. Et donc là, on ne peut pas utiliser des machines occidentales parce qu'il n'y en a pas. Voilà, donc, et en revanche, il y a des machines, vous voyez les bobines de soie, là, les bobines sur lesquelles on embobine la soie, et les femmes qui ont devant elles des paniers avec des petits cocons de soie, et qui donc utilisent ces roues entraînées par une machine à vapeur pour embobiner leur soie. OK. Alors, le résultat de tout ça, c'est quoi? Le résultat de tout ça, c'est que effectivement, les Japonais réussissent leur coup. Alors, ça donne une modernisation de l'estampe japonaise. Ça, c'était encore des trucs qui étaient exposés au musée Guimet. Ces estampes sont amusantes comme tout. Ces estampes de la fin de Meiji sont amusantes comme tout. Pourquoi? Parce qu'on introduit dans l'art de l'estampe japonais à la fois des choses qui sont occidentales, des objets occidentaux. Là, on voit des bateaux en fer, des drapeaux italiens, des charrettes avec des grandes roues typiquement occidentales, des maisons construites en pierre. Et puis même, on voit que là, il y a à la fois des gens habillés en costume traditionnel japonais, et puis là, visiblement, il y a un monsieur en habit. Mais ce qui est troublant aussi, c'est pas seulement qu'il y a des objets japonais, des objets européens, c'est que bien sûr, la perspective, c'est pas la perspective de l'estampe, c'est la perspective cavalière, enfin c'est la perspective, pardon, avec point de fuite de la vision géométrique des Occidentaux. Donc de fait, il y a une transformation totale du Japon parce que tout le monde, enfin l'empereur donne l'exemple et l'empereur donne l'impulsion, mais tout le monde s'y met. Il n'empêche que même dans l'art japonais, il y a un génie propre, d'accord, et ce génie propre, ça fait que ce qui est amusant, c'est qu'au moment même où les Japonais adoptent la vision de l'Occident, y compris dans leur propre art, c'est le moment où les Européens découvrent l'art japonais. Il y a tout ce mouvement qu'on appelle le japonisme, alors qui se voit, qui est extrêmement visible, facile à voir si vous allez à Giverny, vous savez, dans la maison de Claude Monet, vous verrez que dans la maison de Monet, tout ce qu'il y a comme œuvre, ce sont des estampes japonaises. C'est-à-dire qu'il n'a rien d'autre comme œuvre graphique chez lui, Monet, que des estampes japonaises. Et puis, le japonisme, c'est pas seulement Monet, parce que Monet est un des représentants, mais il y a une vraie explosion du japonisme, par exemple, avec les nabis, donc au tournant du 19e, enfin du 20e siècle. D'accord. Il y avait une expo sur les nabis au Grand Palais il y a un an aussi, où il y avait effectivement, on voyait plein d'emprunts à la technique japonaise de l'estampe. Bien, alors, l'expansion des Japonais, ça fait qu'à un moment donné, ils veulent, la modernisation à marche forcée. Quand je dis à marche forcée, c'est là on voit à marche forcée parce que on transforme les institutions sociales à grande vitesse. On a un taux d'épargne macro élevé. Un taux d'épargne macro élevé, ça veut dire que les gens ne consomment pas. C'est-à-dire que concrètement, il ne faut pas consommer pour pouvoir investir. Donc c'est ça la marche forcée. Si les Japonais font ça, c'est quand même, comme on l'a vu, pour rattraper les Occidentaux et puis pour éventuellement leur taper dessus. Alors en fait, avant Pearl Harbor, que vous connaissez tous, il y a eu quand même un précédent, c'est la guerre contre les Russes en 1905. C'est d'ailleurs la défaite des Russes en 1905 qui va entraîner la révolution de 1905, avec des mutineries sur les navires de guerre et puis ensuite une révolution dans l'Empire. Mais donc le truc, c'est que, vous savez, les Russes sont présents aussi en Extrême-Orient, en face du Japon. Si vous aviez oublié, il y a une carte qui va vous rappeler la situation. Et vous voyez, la Russie, c'est juste en face du Japon. La mer du Japon, elle baigne la Russie et la Corée. Les Japonais, en fait, ont commencé l'invasion de la Corée. Les Japonais ont d'abord fait la guerre avec les Chinois en 1894. Et puis, en fait, ils ont ensuite envahi la Corée, qu'ils ont transformée en protectorat. Mais avant même que la Corée soit transformée en protectorat, c'est-à-dire en gros quasiment annexée, les Russes qui sont juste à côté voient quand même d'un mauvais œil les Japonais qui prennent pied sur le continent, juste là où eux-mêmes font déboucher leurs lignes de train qu'ils ont construites à grands frais, que sont le transsibérien et le transmandchourien. Le transmandchourien, il passe à travers la Mandchourie. Et la Mandchourie, comme vous le savez, dans la suite de l'histoire, ça intéresse quand même beaucoup les Japonais. Donc les Russes qui sont des voisins directs des Japonais, puisque
par exemple, l'île Sakhaline, elle est voisine elle est très proche de Hokkaido. Ils voient d'un mauvais œil les Japonais prendre pied sur le continent et ils se disent que ce serait quand même une bonne idée de leur imposer une bonne leçon. Bon, et donc leur imposer une bonne leçon comment? On ne va pas envoyer des troupes et envahir le Japon parce que ça, c'est pas simple. Donc, ce qu'on se propose, c'est de leur envoyer une flotte de guerre et de leur balancer quelques obus. Et donc, les Russes envoient la flotte de la Baltique et la flotte de la mer Noire, qui fait le tour du monde, qui passe pas par le canal de Suez, donc qui fait le tour par le cap de Bonne-Espérance, et qui arrive au Japon un peu fatigué, d'accord? Parce que quand vous partez de Kronstadt, qui est dans le golfe de Finlande, pour aller jusqu'au Japon en passant par le cap de Bonne-Espérance, ça prend un petit moment. Même en pédalant très fort sur le Vélib. Donc, les marins, ils arrivent un peu fatigués. Tout ça pourquoi? Tout ça pour se faire exploser par les Japonais à l'arrivée. Parce qu'en fait, les Russes, les Anglais, toujours sympas, qui avaient vendu les navires de guerre aux Russes, les Anglais avaient un peu trafiqué les télémètres, c'est-à-dire les instruments qui servent à viser avec les canons, qui servent à mesurer la distance jusqu'au navire adverse. Les Anglais avaient un peu trafiqué les télémètres parce qu'ils ne voulaient quand même pas que les Russes, qui étaient par ailleurs assez rumeurs, viennent à s'en prendre aux Anglais eux-mêmes. Et donc, les Russes avec des télémètres pas terribles et un peu fatigués d'avoir fait 20 000 km, versus les Japonais avec eux aussi des navires anglais avec des télémètres anglais, mais qui marchaient, et des marins tout à fait frais qui avaient juste traversé la mer du Japon, et ben, ça fait que les Russes se font exploser la tronche à Port-Arthur en 1905, et que quoi? Ben, que ce que les Japonais récupèrent, c'est pas grand-chose. Ben, c'est que, de fait, les Russes vont laisser les Japonais imposer un protectorat sur la Corée. Ben, ça, c'est une très vieille histoire, parce que ça fait quand même des millénaires que ça dure. Les Japonais vont prendre pied sur l'île Sakhaline, que les Japonais appellent même Karafuto, et de fait, ils vont perdre l'île Sakhaline en 1945, quand Staline entrera en guerre contre les Japonais à la fin de l'été 1945, pour venir récupérer son dû. Et puis, ils vont aussi récupérer les Kourils. Les Kourils, c'est ce chapelet d'îles qui va de l'île du nord du Japon jusqu'à une péninsule russe qui n'est pas le Kamchatka, mais qui est celle du dessous dont j'ai oublié le nom. Voilà. Donc, de fait, ça y est, les Japonais ont gagné contre les Blancs. Et puisqu'ils ont gagné contre les Blancs, ils vont passer un certain temps à s'occuper de leurs voisins. Et puis ensuite, ils vont avoir des plans plus grandioses la guerre d'après. Bon, c'est donc que manifestement, les mecs, ils ont su rattraper le terrain perdu, puisqu'ils ont été suffisamment forts pour battre des Occidentaux. Et pour battre des Occidentaux dans la guerre qui est la guerre la plus technique qui soit, le combat naval, avec des machines, genre, le combat naval en 1905, bon, ça paraît grotesque par rapport à maintenant, mais les navires de guerre, c'est quand même des machins qui pèsent 20 000 tonnes et qui sont tout en acier. Donc, c'est pas un truc que vous montez dans le garage derrière la maison. C'est du sérieux. Et puis, c'est du sérieux. Et puis, techniquement, c'est vachement avancé parce qu'il faut des grosses machines à vapeur. Faut des gros canons, et des gros canons, ça veut dire des aciers spéciaux pour pas que le canon éclate quand l'obus démarre, et puis il faut des télémètres et autres machines vraiment très pointues. Donc de fait, la victoire de 1905 contre les Russes à Port-Arthur, c'est le signe que le rattrapage à marche forcée, ça a marché, et donc il faut continuer parce qu'on est en train de battre les Blancs. En neige. Bon, alors, les choses se compliquent parce que vous savez, après, en 1921, ils ont un énorme tremblement de terre qui leur. Enfin bref, peu importe, mais on va pas continuer cette histoire. Mais pendant ce temps-là, quoi? Mais pendant ce temps-là, les Russes, ils font une première révolution en 1905, ensuite, ils font la guerre contre les Allemands, ils la perdent, ils font une deuxième révolution en 1917, ils font une troisième révolution en 1917. Après, ils se font une petite guerre civile. Ensuite, ils reprennent leur souffle pendant la nouvelle période, la nouvelle politique économique, la NEP. Et puis en 1928, ils décident de collectiviser et ils décident aussi de faire un premier plan quinquennal. Et qu'est-ce que c'est le premier plan quinquennal? C'est en gros les méthodes de développement à marche forcée. Alors je dirais pas à la japonaise parce que ce serait pas très gentil pour les Russes, d'autant que c'est quand même assez différent. C'est-à-dire on collectivise l'agriculture. En collectivisant l'agriculture, on va pouvoir collecter un surplus qui va permettre Alors pourquoi on va pouvoir collecter un surplus? Parce que c'est l'État qui produit à manger, et c'est l'État qui vend à manger, au prix auquel il veut. Et donc, ça permet à l'État de récupérer suffisamment de moyens pour investir dans quoi? Le développement de l'industrie lourde. Qu'est-ce que c'est l'industrie lourde? C'est sidérurgie, sidérurgie, sidérurgie. Et un peu
industrie mécanique en particulier, 1928, c'est là où on commence à se dire qu'il faudrait faire des tanks pour pouvoir les taper sur les Européens. Il faut dire que les relations sont un peu tendues avec les Européens depuis le début, puisque ce qu'on appelle la guerre civile en Russie, c'est quand même essentiellement que les Européens ont armé ont armé des troupes, ont carrément soit envoyé des troupes européennes, d'accord, c'est qu'il y a eu des soldats britanniques et américains, et des soldats allemands aussi, qui ont été se battre contre les bolcheviks, soit ceux qui n'avaient pas le courage d'envoyer des troupes, au moins ils ont envoyé des canons ou des fonds pour les armées blanches. Donc de fait, la guerre civile russe, c'est un peu le champ de bataille pour le monde entier, d'accord, parce que tout le monde se dit que les bolcheviks, ça fait pas bon, on veut pas en avoir chez soi, donc on va aller tenter de les éradiquer. Vous savez, hein, surveiller, tester, isoler, détruire. Voilà, bon. Donc comme pour les virus. Ça n'a pas très bien marché, mais de toute façon, le virus a disparu tout seul. Donc de fait, les Russes, à partir de la collectivisation, donc au sortir d'une série quand même de bouleversements politico-militaires compliqués, ils vont se lancer dans une stratégie de croissance. Alors on serait tenté de dire croissance intensive parce que rattrapage à marche forcée. Mais justement, ce n'est pas vraiment de la croissance intensive parce que c'est une croissance qui repose sur la consommation accrue de facteurs de production et pas tant sur l'augmentation de la productivité totale des facteurs. Et donc, je me dis quand même que la semaine prochaine, il faudrait que j'explique un peu ce que j'entends par croissance intensive, croissance extensive, productivité totale des facteurs. Parce que les navires de guerre, c'est bien, mais les concepts économiques, c'est bien aussi. Voilà. Donc la semaine prochaine, on redémarre là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé dans le chat? Bon, je ne sais pas où vous en êtes, mais vous me direz. Non, monsieur, en fait, il y avait une question Oui. d'un camarade qui demandait si les Japonais, ils avaient vraiment rattrapé au fait au niveau du développement industriel, parce qu'au final, ils n'avaient pas su, entre guillemets, reproduire des bateaux de guerre, des navires de guerre, et qu'ils les avaient juste achetés aux Anglais. Alors, ils ont fait comme pour les canons. Ils ont acheté un navire, ils en ont acheté un, et les autres, ils les ont fait eux-mêmes. Ils font. Bon, c'est plus le cas parce que vous connaissez des Japonais qui sont des leaders technologiques. Mais quand j'étais enfant, on disait toujours que les Japonais, ils étaient bons qu'à copier. Et en particulier, il y avait une première ministre française qui était Édith Cresson, qui avait suscité la polémique quand elle avait dit que les Japonais étaient comme des fourmis, et donc qui travaillaient tout le temps, et qu'ils étaient bons qu'à copier. Oui, le Yamato, par exemple, ou le Musashi aussi. Mais donc, de fait, alors, je ne vais pas dire que les Japonais ne sont bons qu'à copier, ce n'est pas ça du tout, mais ils sont assez bons pour copier. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'en général, ils achètent un truc, ils le reverse engineer, donc ils font de la rétro-ingénierie, c'est-à-dire qu'ils le copient parfaitement. Une particularité des Japonais, c'est qu'ils copient certes, mais souvent ils améliorent. C'est le cas avec les machines, on a vu. Les machines, ils achètent une machine textile, et puis ensuite, la machine textile, ils l'adaptent, et puis ils la produisent en grande quantité. Mais le fait que justement ils aient pu se développer et développer leur industrie, c'est justement parce qu'ils ont voulu importer le moins possible pour pouvoir développer leur marché national dès que possible à l'abri des barrières douanières. Alors pour autant, c'est le cas aussi bien pour les Japonais que pour les Russes. Si on veut avoir un taux d'investissement important, on ne consomme pas. Et donc, aussi bien les Japonais que les Russes ne développent pas les industries de consommation. Alors les Japonais, ils vont les développer, les industries de consommation, dans les années 1970. Mais avant, que dalle. Avant, ils développaient les industries lourdes et les industries d'armement. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Monsieur, les animés, c'est plus tard. Oui. Vous allez poster quand la rediffusion de ce cours? Il faudrait le plus tôt possible. D'accord, merci. Il va falloir qu'on connaisse tous les noms japonais. Oui, et en japonais. Mais non. Juste ce qui est dans le papier. Donc, c'est pas la peine de connaître Naruto, Yamato, Musashi, tous les noms des croiseurs de bataille présents à Pearl Harbor, c'est non. Et à la bataille du Golfe de Leyte, non. Voilà, c'est pas la peine.
Eh, monsieur, juste le chef du daimyo, c'est le shogun du coup? Oui, le shogun, oui, Ok, d'accord, merci. je vous en prie. Donc le shogun, c'est le patron, et l'administration, enfin l'organisation autour du shogun, ça s'appelle le shogunat. Mais on dit aussi parfois bakushu. Donc le shogunat, c'est shogun athée, c'est pour dire ce qui est le dérivé du shogun, d'accord? Non, non, on dénigre pas la puissance des animés. Loin de moi cette idée. Mais non seulement les animés, mais les jeux vidéo aussi.